L'histoire commence avec la découverte d'un nouveau fantôme dans l'un des quartiers de la ville. On pouvait le voir de minuit à 3 heures du matin, lançant un ballon de basket d'un côté à l'autre, dansant. Selon l'étude, les capacités du fantôme sont principalement liées au son de son tir de basket. Jusqu'à présent, 13 personnes ont été tuées et les autorités ont surnommé le fantôme du basketball. Entre-temps, les écoles ont exhorté les élèves à être extrêmement prudents la nuit. Cependant, tous les enfants n'écoutaient pas l'enseignante assez attentivement. Alors elle cassa un morceau de craie et le jeta directement sur l'élève qui s'était endormi sur son bureau. La craie a frappé le garçon aux cheveux blancs, Ethan, en plein front, et il a crié de douleur inattendue. Le professeur lui a posé à nouveau la question qu'il avait posée la première fois. Que ferait-il s'il rencontrait soudainement un fantôme la nuit? Mais le gars n'a rien compris. Il était simplement resté allongé dans son lit à regarder des films d'horreur. Était-il vraiment né de nouveau? Cependant, le professeur l'a pressé de répondre, et le garçon a répondu que les fantômes de la nuit eux-mêmes ne sont pas capables de nuire aux autres. Ils affectent principalement la psyché humaine à l'aide de mots à cause desquels la personne tombe dans le délire et va dans la forêt dense pour être mangée par d'autres fantômes. Il suffit donc de passer devant les fantômes de la nuit. Puis le professeur l'a arrêté et lui a dit qu'un élève de la classe voisine avait été tué par un fantôme nocturne il y a quelque temps, donc tous les élèves devraient être prudents. À ce moment-là, Ethan sentit les souvenirs du propriétaire original de ce monde envahir son cerveau, et il réalisa qu'il était dans un monde parallèle. La seule différence avec sa vie précédente était que ce monde était plein d'esprits, de démons et de monstres qui couraient comme des fous. Et tout le monde ici était capable d'éveiller sa propre arme spirituelle, de devenir un maître spirituel, d'affronter des fantômes et même de les tuer. À ce moment-là, la cloche sonna et quelqu'un attrapa Ethan par l'épaule, disant qu'un instructeur arriverait bientôt du palais pour tester personnellement leurs armes spirituelles. C'était Liam, un enfant potelé aux cheveux noirs. Il n'arrêtait pas de parler de la façon dont il allait devenir un maître spirituel de haut rang, mais Ethan doutait qu'il puisse le faire. Pendant ce temps, un homme aux cheveux gris vêtu d'un manteau noir s'approchait du bureau, et tous ceux qui le croisaient s'inclinaient respectueusement devant lui. Il s'agissait d'Albert, un maître spirituel de 3e niveau du palais Tenchi, et il était chargé de tester les armes spirituelles. Ethan fut surpris de la force de l'aura de l'homme. Ethan a dit que les gens naissent avec des armes spirituelles, ils peuvent être contrôlés avec le pouvoir spirituel, puis il a montré une petite boule brillante, une pierre spirituelle extraite d'un fantôme. Elle contient beaucoup d'énergie et peut aider à stimuler les armes spirituelles. Les étudiants ont été appelés un par un afin qu'ils puissent tester l'effet de la pierre sur eux-mêmes. Le garçon aux cheveux blonds serra la pierre dans sa main et une aura bleu vif tourbillonna autour d'elle. Tout le monde fut surpris. Quelque chose de rond et d'aplati sortit de sa poitrine. Mais un instant plus tard, tout le monde s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une simple pierre de bord de route et toute la classe a éclaté de rire. Cependant, Albert les réprimanda, disant que l'arme du garçon était d'un niveau élevé et qu'elle avait même 7 emplacements de compétences. Il tendit la main et une aura brillante brilla entre ses doigts, puis l'homme ajouta que le type d'arme spirituelle n'était pas si important, et que c'était les trous sur l'arme qui étaient le facteur le plus important. C'est comme dans le jeu League of Gods and Ghosts. Un personnage avec 7 compétences a un avantage absolu sur un personnage avec 3 compétences, car plus une arme spirituelle a de trous, plus elle peut absorber de perles d'âme. L'homme a fait une démonstration de différents types d'armes, tandis qu'Ethan s'est ouvertement endormi. Et puis Oliver a été appelé ensuite. Le gars qui avait été une véritable épine dans le pied d'Ethan depuis qu'il l'avait empêché de draguer une camarade de classe. Et maintenant, il avait réveillé une bonne arme spirituelle, ce qui était définitivement mauvais pour Ethan lui-même. Oliver s'est approché du tableau, montrant à tout le monde son arme avec une fierté non dissimulée. Cependant, Liam n'était pas content de cela. Il pensait que c'était absolument injuste. Mais Ethan était sûr qu'il pouvait facilement manier son arme. Et comme par hasard, Ethan fut défié en duel avec Oliver. Le gars était sûr que même avec 3 compétences, il piétinerait ceux parvenus et le ferait tomber dans la poussière. Il prit la pierre spirituelle dans ses mains, s'attendant à une arme qui se reflèterait dans son âme, dans l'âme du réincarné. Bientôt, une lame jaillit de sa poitrine. Elle avait des proportions parfaites, des lames tranchantes. Cependant, c'était une arme normale avec 3 trous, et toute la classe a éclaté de rire,
car c'était la pire arme parmi tous les étudiants ici. Oliver était le plus heureux de tous, car il avait une grande opportunité de ramener ce garçon arrogant sur terre. Au milieu des rires de 16 camarades de classe, Ethan s'assit à son bureau et vit alors qu'une étrange aura suintait de son arme en gouttes noires. Il a commencé à voler partout dans la classe, mais les autres ne semblaient pas le remarquer. Puis un message est apparu devant Ethan, lui demandant de baisser la tête et de regarder son ombre. En baissant les yeux, le garçon vit que son ombre semblait s'être transformée en un liquide noir qui se répandait sur le sol. Et puis il réalisa que son ombre était contrôlée par quelque chose. Le message réapparut devant Ethan, lui disant que son ombre pouvait dévorer les fantômes et acquérir leur pouvoir. La créature semblait lire les pensées d'Ethan. Elle savait qu'il doutait de la réalité de ce qui se passait et voudrait certainement trouver des preuves plus tard. Le gars était choqué. Son ombre pouvait-elle vraiment faire ça? Après tout, si tel était le cas, alors n'importe quelle capacité du fantôme pourrait devenir la sienne. Et le nombre de trous de compétences ne le limiterait plus. Il sera capable de chasser des fantômes puissants, de récupérer rapidement, et il deviendra alors le seigneur des esprits. Pendant ce temps, une réunion d'étudiants du 3e groupe avait lieu sur le terrain de sport. Albert est monté sur scène, il a félicité les gars pour l'éveil de leurs armes spirituelles, puis leur a posé une question. Sur quoi les gens comptent-ils exactement dans la lutte contre les fantômes? Oliver a immédiatement crié la réponse. Une arme spirituelle, et les autres étudiants l'ont soutenu. Cependant, la réponse était fausse. Albert voulait dire courage, et Oliver était assez ennuyé d'être corrigé devant une si grande foule. Albert a continué. Il a parlé du pouvoir des fantômes qui est qu'ils sont morts, et les gens ont depuis longtemps peur de tout, ce qui est d'un autre monde. Il a ajouté qu'il avait vu de nombreux maîtres spirituels talentueux avec 10 compétences ou plus. Mais lorsqu'ils rencontraient réellement un esprit, ils étaient morts de peur et ne pouvaient même pas prendre une arme. Cependant, l'un des étudiants debout devant Ethan n'a pas été déconcerté par cela et a murmuré qu'elle deviendrait toujours un maître spirituel de haut rang. L'homme a déclaré que le test que les jeunes maîtres devront traverser comprend non seulement l'éveil des armes, mais aussi une partie pratique. Après tout, s'ils voulaient vraiment devenir des maîtres spirituels, ils devaient rassembler le courage d'affronter l'esprit en personne, même si c'était dangereux et que certains disciples pouvaient être blessés. Les gars ont paniqué. Ils ne s'attendèrent pas à ce que le test soit si dangereux. Mais Ethan n'a pas abandonné. Il croyait que le maximum que les esprits feraient serait de les effrayer un peu, d'autant plus qu'ils seraient sous la surveillance du maître du palais Tenchi. De plus, le jeune homme comprit que s'il ne pouvait pas réussir même ce test, il ne pourrait certainement pas devenir un puissant seigneur spirituel. Albert a dit que ceux qui voulaient partir pouvaient le faire maintenant, et de nombreux étudiants se sont immédiatement dirigés vers la sortie, marmonnant dans leur barbe qu'ils ne voulaient pas avoir affaire aux esprits. Mais Ethan est resté debout, surprenant beaucoup de ses camarades de classe, et Liam et Oliver sont également restés sur le terrain avec lui. Albert rigola de contentement, car sur 300 personnes, il n'en restait que 100, et le garçon ne broncha même pas. Après cela, l'homme s'est retourné et a dit que les garçons restants pouvaient se rendre aux portes de l'école. Oliver se dirigea vers Ethan, ne croyant pas qu'il restait réellement. Mais le jeune homme aux cheveux bleus lui répondit qu'Oliver serait certainement capable de réussir le test, car il était si laid que les fantômes eux-mêmes s'enfuiraient de lui avec horreur. Ethan et son ami se sont ensuite dirigés vers les portes de l'école, laissant derrière eux leurs camarades de classe en colère. Pendant ce temps, une centaine des seigneurs spirituels les plus exclus s'étaient déjà rassemblés à la porte. Ils devaient se rendre dans un endroit où seuls des fantômes errants vivaient, et Albert leur assura qu'ils pourraient en sortir sains et saufs même sans armes spirituelles, à condition de garder leur cœur déterminé. Il a également déclaré qu'il existe 3 niveaux de danger, blanc, vert et rouge, et que les fantômes nocturnes sont au mieux de niveau de danger blanc, tandis que les fantômes de niveau rouge fort peuvent se déchaîner à l'intérieur des villes. Certains fantômes de haut rang peuvent même couvrir le ciel et détruire la ville. Selon les règles du défi, celui qui tue le plus de fantômes recevra la perle fantôme verte. Les étudiants se sont immédiatement réjouis, car cette perle valait beaucoup d'argent, et maintenant, elle était si proche d'eux. Cependant, l'une des étudiantes, Vivienne, une fille aux cheveux noirs vêtue d'une robe d'été rose, était déterminée à gagner. Elle était sûre que la perle d'âme de niveau vert serait la sienne,
car elle avait déjà réveillé un artefact avec 9 trous de compétences. Mais Ethan n'allait pas abandonner comme ça non plus. Il avait le même objectif, obtenir la perle. Après un certain temps, les étudiants sont arrivés dans la banlieue nord de la ville, où un test les attendait. Pendant ce temps, Oliver et quelques autres gars ont décidé de faire équipe avec Vivienne, et cela ne la dérangeait pas, tant qu'ils ne se mettèrent pas en travers de son chemin. Liam avait peur, il voulait travailler avec Ethan, mais il a décidé qu'il serait mieux pour eux de travailler seuls. Ethan savait qu'il valait mieux pour lui ne parler à personne de l'existence de l'ombre. Pendant ce temps, Albert donnait à chaque élève une bouteille de jade, dans laquelle la perle du fantôme serait versée après sa défaite. Et en fonction du degré de remplissage de la bouteille, le gagnant serait choisi. Avec ces mots, l'homme annonça le début de l'épreuve. Et comme Ethan avait décidé d'agir seul, sans délai, il s'enfonça d'abord plus profondément dans la forêt. Albert le regarda partir, pensant que le garçon avait un cœur courageux et pourrait être très utile, mais ses qualifications laissaient beaucoup à désirer. Suivant Ethan, l'équipe de Vivienne se met en route, menée par la jeune fille elle-même. Le gars lui-même errait déjà à travers les arbres. Des fantômes errants volèrent devant lui de temps en temps. Tout était assez calme. Mais alors, l'un des fantômes derrière les arbres sembla l'appeler par son nom. Ethan se retourna immédiatement, attrapant son poignard. Avait-il vraiment rencontré un fantôme aussi rapidement? Cependant, le fantôme était plus rapide que le garçon et en un instant était derrière lui. C'était un homme mort aux cheveux gris dans des vêtements déchirés. Il regardait Ethan avec des orbites vides. La créature posa une main osseuse et longue sur l'épaule du garçon, et il se figea d'horreur. En se retournant, Ethan vit le visage terrifiant d'un esprit. Une seule de ses orbites avait un globe oculaire. Il regardait le gars, une aura inquiétante tourbillonnant autour de lui. Cependant, Ethan coupa le corps de l'esprit d'un seul mouvement de sa lame, et il disparut en hurlant. Tout ce qui restait de l'horrible créature était une sphère bleu vif, avec une aura fantomatique tourbillonnant toujours autour d'elle. C'était une perle. Elle a volé dans la bouteille d'Ethan, et le gars a noté entre-temps que son poignard était très pratique. C'était dommage qu'il ait si peu de trous pour les compétences. Lorsque le jeune homme se retourna, une aura fantomatique tourbillonnait à nouveau autour de lui. Bientôt, des esprits en émergèrent, marmonnant quelque chose à leur sujet, entourant progressivement Ethan. Une aura noire jaillit des yeux et de la bouche des esprits comme des tentacules. Elle commença à se répandre sur le terrain et atteignit bientôt les pieds du jeune homme. En un instant, ses membres étaient déjà pris dans des vignes noires. Elle s'enroulait autour de lui de plus en plus étroitement. Cependant, d'un mouvement habile du poignard, il coupa les fils de l'aura noire, s'en libérant. Un instant plus tard, il se précipita vers les esprits, les frappant avec son arme, les coupant en deux et leur coupant la tête. Bientôt, tout fut terminé, et Ethan, essoufflé, s'assit pour se reposer près d'un arbre, regardant avec soulagement sa bouteille de jade. Elle était presque pleine au tiers, mais il comprenait qu'il ne pouvait pas se détendre, car il était seul, et Vivienne travaillait avec une équipe, et s'ils concentraient toutes leurs ressources sur eux-mêmes, alors Ethan ne pourrait certainement pas les rattraper. Alors qu'il commençait à réfléchir à ce qu'il allait faire ensuite, son ombre se remit à bouger, se transformant en un liquide visqueux s'élevant vers le haut. Puis le message apparut à nouveau devant lui. Il disait que détruire les fantômes errants ne suffirait pas et qu'Ethan devrait aller plus profondément dans la forêt, détruire les fantômes blancs, ainsi que le fantôme brumeux qui se cachait dans le cimetière. Ethan était surpris, car il n'avait pas l'intention d'aller aussi loin. Il ne pouvait pas comprendre si l'ombre avait un esprit propre, car il lui semblait qu'elle le menait simplement par le nez. Le gars a décidé qu'il devait rentrer, car les fantômes de niveau blanc peuvent sérieusement nuire à une personne. Seuls les maîtres spirituels de premier niveau devraient s'en occuper, et il ne voulait pas encore mourir. Il commença à marcher vers les bus lorsque l'ombre créa à nouveau un message pour lui disant qu'elle était au courant de ses soupçons et de sa méfiance, mais que s'il se retournait maintenant, il n'y avait aucun moyen qu'il obtienne la perle d'âme de niveau vert. Résigné au fait que l'ombre ne le laisserait pas tranquille, Ethan demanda comment il était censé vaincre le fantôme blanc et brumeux. La créature répondit que cette fois, elle aurait besoin de l'aide de l'ombre qui se trouvait en dessous d'elle. À ce moment-là, l'aura a commencé à tourbillonner et à se transformer en quelque chose. C'était une personne. La créature sourit d'un air menaçant et dit qu'Ethan devait aller au nord, où il trouverait un fantôme blanc et brumeux dans un cimetière. À ce moment-là, l'ombre a disparu,
Était-ce vraiment tout ce qu'il voulait dire? Ethan savait qu'une fois le test terminé, il devrait découvrir de quel genre de créature il s'agissait. Mais pour l'instant, il devait se concentrer sur l'obtention de la perle. Bientôt, le gars est arrivé au cimetière et il a immédiatement réalisé qu'il y avait une sorte d'aura étrange partout ici. Le brouillard commençait à s'épaissir tout autour. Puis Ethan se souvint qu'un grand groupe de fantômes errants, avec de forts sentiments de ressentiment et de haine, habitant souvent des cimetières, avaient la capacité d'invoquer un grand nombre d'esprits et de cacher leur vrai corps dans un brouillard blanc qui altère la visibilité et tue des gens. Apparemment, c'était la méthode du fantôme brumeux. Pendant ce temps, le test pour l'équipe de Vivienne battait son plein. Elle a facilement coupé les démons en deux avec son arme spirituelle. Il ne restait plus aux partenaires de la fille qu'à récupérer les perles après avoir détruit les fantômes. Vivienne a deviné que les fantômes errants étaient également divisés en faibles efforts et qu'elle devait dépenser trop d'énergie spirituelle. Les garçons ont admiré les talents de combattants de leurs camarades de classe car elle venait de vaincre un fantôme errant de niveau blanc. Mais Vivienne elle-même était déjà très fatiguée. Elle avait besoin de reprendre des forces, alors elle s'assit près de l'arbre le plus proche, avec l'intention de se reposer un peu. Et même si son équipe voulait continuer à remplir la bouteille de jade sans repos, la fille était catégorique. Elle avait l'intention de retrouver ses forces, puis de contourner tout le monde avec un énorme avantage, car ce n'est qu'ainsi que le palais Tenchi pourrait reconnaître son talent. Pendant ce temps, l'équipe d'Oliver était piégée, entourée de vignes épineuses. Les gars ont réalisé qu'il s'agissait du repère même de fantômes errants et qu'ils devaient partir d'ici de toute urgence. Après un certain temps, lorsque l'équipe avait parcouru une distance suffisante de la forêt, les gars ont décidé de se reposer. Soudain, il y eut un bruit derrière Oliver, quelqu'un bruissant dans les buissons. Il s'est avéré que c'était Liam, apparemment perdu. Il ne faisait pas partie d'une équipe avec Ethan et se promenait seul dans les bois jusqu'à qu'il tombe sur l'équipe d'Oliver. Mais les gars ne voulaient pas avoir affaire à lui parce qu'il était une personne de classe inférieure pour eux. Les garçons se sont retournés et sont partis en disant que si Liam avait des ennuis, il devrait blâmer son ami qui l'avait abandonné. Le jeune homme était déprimé car la forêt regorgeait de fantômes errants et il n'avait personne sur qui compter car son ami était introuvable. Pendant ce temps, Ethan combattait un fantôme brumeux qui s'est avéré être beaucoup plus fort que les créatures que le garçon avait rencontrées auparavant. L'esprit attrapa Ethan par le cou et le tint en l'air, émettant des sifflements. Un épais brouillard sortit de sa bouche et pénétra directement dans le garçon. La créature a injecté de l'énergie yin dans le corps d'Ethan, aspirant sa force vitale, mais le garçon a compris qu'il ne voulait pas du tout mourir ici. Soudain, l'ombre d'Ethan a commencé à bouger à nouveau. Elle a formé une main, de nombreux tentacules d'ombre sont apparus autour d'elle, et ils se sont tendus vers le fantôme. Ils ont commencé à empêtrer la créature de tous les côtés, sans même lui laisser comprendre ce qui se passait. La main de l'ombre attrapa le fantôme en plein visage, et les tentacules s'enroulèrent autour de son corps et de ses bras, le forçant à relâcher son emprise et à libérer le garçon. Ethan était libre, mais il savait que l'ombre avait vaincu le fantôme et que maintenant il se transformerait en brume blanche et s'enfuirait, et il ne pouvait pas laisser cela arriver. Juste au moment où le fantôme était sur le point de se transformer en une aura brumeuse, Ethan sursauta, le perçant avec son poignard. Lorsqu'il a atterri, il était sous le choc. Il ne savait pas qu'une ombre pouvait faire une telle chose. Et pourtant, cela lui a sauvé la vie. Et juste au moment où le gars voulait prendre la perle dans sa bouteille, il s'est rendu compte que son ombre était redevenue ordinaire. Sans vie, la créature était partie, le laissant sans le trophée tant attendu. Mais soudain, l'ombre sous ses pieds commença à former un mot. Droite. Le gars regarda sa main droite et se figea. On aurait dit qu'elle était brûlée, toute couverte de cicatrices. Mais soudain, elle sembla commencer à produire une aura. C'était le même brouillard que celui du fantôme qu'il venait de vaincre avec l'ombre. Le garçon agita la main, et le brouillard se transforma en tourbillon. Et il réalisa alors que non seulement il n'avait pas été blessé par la rencontre avec un esprit aussi fort, mais qu'il pouvait désormais contrôler le brouillard. Il avait acquis le pouvoir d'un fantôme blanc brumeux. Les seigneurs spirituels ne pouvaient utiliser les capacités fantômes qu'à travers les perles d'âme intégrées dans leurs armes spirituelles, mais Ethan pouvait les utiliser directement, sans armes ni perles. Le gaz était sûr que tout cela était grâce à l'ombre. Son bras droit pouvait retrouver sa forme d'origine
lorsque la compétence disparaissait. Mais les changements étaient encore un peu effrayants. Il devait donc porter des manches longues au cas où. Ethan pouvait désormais cacher sa présence et utiliser le facteur d'imprévisibilité, et c'était tout simplement la compétence parfaite pour son arme spirituelle. Il réalisa que c'était maintenant son tour de chasser. 1 heure plus tard, la bouteille d'Ethan était presque pleine. La capacité du fantôme blanc brumeux augmentait vraiment l'efficacité du meurtre, et il devint curieux de savoir quelle autre compétence la perle d'âme verte pouvait donner. Après tout, Ethan attendait avec impatience le moment où il pourrait devenir plus fort. Pendant ce temps, l'aube s'était levée et les garçons se rassemblaient lentement dans la clairière où le test avait commencé. Et Liam était le plus heureux de tous que ce soit terminé. Bientôt, Oliver et sa compagnie apparurent dans la clairière. Il était clairement content qu'Ethan ne soit toujours pas là. Le gars s'est approché d'Albert et lui a donné sa bouteille. Elle était pleine à 80%, ce qui s'est avéré être un très bon résultat. Suivant Oliver, Vivienne sortit dans la clairière avec son équipe. Elle marchait avec beaucoup d'assurance, comme il sied à la fille des gardiens des esprits. Elle a également donné son biberon à Albert, et il a été étonné, car c'était l'un des meilleurs résultats de la journée. Vivienne a décidé que la victoire était déjà dans sa poche et a demandé qu'on lui donne la perle d'âme verte. Mais à ce moment-là, Ethan apparut dans la clairière. Il marcha tranquillement vers le reste des étudiants, disant qu'il serait injuste d'annoncer le gagnant sans attendre son retour. Vivienne était sûre que c'était une perte de temps, car personne ne pouvait la surpasser. Mais Ethan s'approcha quand même d'Albert et lui donna son biberon. L'homme lui-même n'attendait rien de spécial du garçon, mais lorsqu'il a ouvert sa bouteille, il a été stupéfait. Elle débordait tout simplement de perles. Tous les étudiants étaient choqués. Comment est-il possible qu'un gars avec seulement 3 trous de compétences puisse y parvenir? Albert n'avait pas d'autre choix que de déclarer à juste titre Ethan vainqueur. Il a tenu sa promesse et lui a donné la récompense, la perle d'âme verte. Vivienne était extrêmement mécontente de cette évolution, car elle était sûre que la perle lui reviendrait. Et maintenant, Ethan devenait son principal rival. Albert se demandait comment un gars avec de telles qualifications pouvait gagner. Mais néanmoins, il lui dit qu'au palais Tenchi, il y avait aussi un maître avec seulement 3 trous d'armes spirituelles. Et pourtant, il était très fort. Mais avant qu'Ethan ne puisse lui en demander plus sur cet homme, l'homme déclara le test terminé et renvoya tous les étudiants chez eux, les regardant partir et pensant que le cas d'Ethan était un chia sur 1 million, ne croyant toujours pas que cela puisse se reproduire une deuxième fois. Après un certain temps, Ethan était déjà revenu en ville. Il était déjà tard dans la soirée. Cependant, cet endroit de la ville était toujours très fréquenté. Mais maintenant, il n'y avait plus une âme ici. Soudain, quelqu'un est apparu derrière le gars et lui a demandé quelque chose, ce qui a fait sursauter Ethan de peur. C'était un homme plus âgé. Il a demandé si Ethan savait où se trouvait le magasin de meubles. Son fils y travaille comme gérant. Mais il n'est pas rentré à la maison aujourd'hui et ne répond pas au téléphone. Mais le gars a compris que ce magasin de meubles était fermé depuis longtemps. Alors, il a suggéré au vieil homme de rentrer chez lui et d'attendre des nouvelles de son fils pendant un certain temps. Et à ce moment-là, il remarqua que le vieil homme ne projetait pas une ombre. C'était un fantôme. Ethan se retourna instantanément, disant qu'il amènerait son fils ici et s'enfuit, ne voulant plus être en compagnie d'un fantôme. Finalement, le jeune homme a couru vers la maison et a immédiatement claqué la porte, car il savait que ce magasin de meubles avait pris feu et que tout le personnel avait brûlé vif, et depuis lors, personne n'y travaillait. Et ce vieil homme, apparemment, était un fantôme de la nuit. Il avait du mal à distinguer les fantômes de la nuit des gens à l'intérieur de la ville, et il savait qu'il devait s'entraîner davantage. Ethan entra dans la maison, et une fille aux cheveux noirs apparut devant lui, vêtue uniquement d'une longue chemise blanche. C'était la fille biologique des parents adoptifs de l'ancien propriétaire du corps, Gwen. Elle ne comprenait pas pourquoi son frère avait l'air si surpris. Peut-être était-ce à cause de cet instructeur du palais Tenchi, mais Ethan a dit que ce n'était pas lui, car lui, comme Gwen, avait réveillé son arme spirituelle. Et puis la fille a demandé combien de trous de compétences il avait reçus. En apprenant que l'arme spirituelle de son frère n'avait que 3 trous, Gwen fut très surprise et lui conseilla de faire autre chose, décidant que travailler avec les esprits n'était pas son truc. L'arme de la fille elle-même avait 12 emplacements de compétences, tellement qu'elle pouvait les partager avec Ethan. Le gars ne pouvait pas croire qu'elle était si douée. Mais avec ces mots, Gwen est allée dans sa chambre, disant qu'elle allait dormir,
et qu'Ethan devrait aussi se coucher tôt. Le gars est allé dans sa chambre et a commencé à penser que même s'il avait la perle, l'utiliser était un vrai casse-tête. Cependant, il doit d'abord l'absorber pour comprendre quelles compétences elle peut lui apporter. Soudain, l'ombre écrivit à nouveau un message à Ethan, disant qu'il voulait maintenant laisser l'ombre consommer la perle. Mais cette fois, Ethan n'avait pas l'intention d'abandonner toutes les ombres. Au lieu de cela, il voulait insérer la perle dans son arme spirituelle, ce qu'il fit. Dès que la perle fut dans le trou, le poignard du jeune homme et lui-même semblèrent être transpercés par la foudre. En un instant, il sembla être dans l'espace, planant au-dessus de la planète, seul avec son arme. Le poignard flamboyait de flammes turquoises. Il avait obtenu une compétence de perle d'âme de niveau vert, un éclair de lumière verte. Ethan savait que c'était une compétence suffisamment puissante pour infliger de sérieux dégâts aux fantômes de niveau blanc. Soudain, la perle sembla libérer des ondes de son énergie dans 3 autres directions. Le gars était choqué. Se pourrait-il qu'une branche élargie de la perle de l'âme soit apparue dans son arme spirituelle? La perle verte en forma 3 autres. Bronze, perle fantôme brumeuse noire et blanche. Le bronze donnait puissance et portée. Le noir permettait de faire taire l'ennemi pendant 3 secondes. Et le blanc réduisait de moitié le temps tampon et la puissance spirituelle nécessaire à cette capacité et doublait également la vitesse de leur libération. Ethan a compris que chacune des capacités était très utile et qu'elles étaient même comparables aux compétences des perles d'âme de niveau rouge. Il est extrêmement difficile d'obtenir une perle de niveau rouge et le taux de réussite de l'absorption n'est que de 50%, mais l'arme spirituelle d'Ethan peut produire des mutations au niveau de la perle de niveau rouge si facilement. En levant les yeux, le gars a vu que les branches de la perle s'étendaient dans des directions différentes. Il s'avère que chaque compétence peut générer encore plus de branches, et il pourra créer un arbre de compétences incomparablement énorme. Et si cela se produit réellement de cette façon, il est alors possible qu'un éclair de lumière verte déchire le ciel dans le futur. Cependant, Ethan est retourné plus tard dans son monde et est allé à l'école le lendemain. Vivienne est entrée dans le bureau à la recherche d'Ethan. Elle voulait la perle verte et était prête à payer 30,000 pour cela. Cependant, Ethan était assez intelligent pour ne pas accepter un tel marché. Et au lieu de la perle, il proposa à la fille de lui acheter un beignet frit. Cependant, Vivienne ne voulait pas abandonner. Elle avait besoin de cette perle. Oliver claqua son pied sur la table et s'assit en face d'Ethan, décidant de soutenir la fille en disant qu'elle aurait bien plus besoin de cette chose que d'un bon à rien. Oliver était en colère. Il ne comprenait pas pourquoi ce parvenu devenait soudainement si arrogant, car il ne voulait toujours pas être accepté dans le palais de Tenchi avec SC3 trous sur son arme. Mais Ethan décida de mettre fin à cette dispute inutile et dit qu'il n'y avait plus rien à acheter, puisqu'il avait déjà avalé cette perle depuis longtemps. Vivienne se tourna vers la sortie, conseillant aux gars de ne pas devenir arrogants et disant qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir. Pendant ce temps, l'enseignante entra dans la salle de classe. Elle était prête à annoncer la liste de ceux qui avaient été acceptés au palais Tenchi. Elle commença à lire la liste, et Oliver était parmi les chanceux. Mais le nom d'Ethan n'était pas mentionné, et Oliver était sur le point de rire de son ennemi. Mais ensuite, le professeur a dit que la lettre contenait une note destinée à un élève avec un laissez-passer spécial, et son nom était Ethan. Toute la classe n'arrivait pas à croire que c'était possible. Mais Oliver était le plus énervé de tous. Il ne comprenait pas comment cet idiot avec 3 trous pouvait entrer dans le palais, et même avec une invitation spéciale. Cependant, le professeur l'a rapidement réprimé, disant qu'il n'y avait aucune raison de douter de la décision du palais Tenchi. Tous ceux dont le nom était appelé devaient rentrer chez eux et faire leur bagage, car le maître spirituel viendrait les chercher dans l'après-midi. Ethan marchait fièrement devant les bureaux, récoltant des regards surpris et même en colère de la part de SS camarades de classe. En arrivant à la maison, il était sur le point de dire au revoir à sa sœur et de lui dire qu'elle pouvait l'appeler à tout moment lorsque des vêtements lui volèrent au visage. Ethan était surpris que sa sœur collectionne autant de choses pour lui, mais la fille lui a dit de ne pas se flatter, car ces vêtements n'étaient pas du tout pour lui. Elle tendit joyeusement à son frère un badge brillant, du genre que seuls les étudiants spéciaux possédaient, ce qui signifiait qu'elle allait également au palais. Ethan se demandait d'où elle avait obtenu ce badge, et Gwen elle-même comprit que tout cela était à cause de leurs parents. Ils étaient autrefois membres du groupe Dawn,
et se sont sacrifiés pour sauver des gens lorsqu'ils ont scellé un grand fantôme. Réalisant que Gwen en savait beaucoup plus que lui, Ethan décida de lui demander ce qu'était toute cette organisation. La fille a répondu qu'il s'agissait d'un groupe de maîtres spirituels de haut niveau. Différents maîtres spirituels avaient des domaines de compétences et des directions de développement différents, et généralement chacun d'eux se spécialisait dans un certain aspect. De plus, lorsqu'ils sont combinés, ils produisent un effet chimique inattendu. L'organisation Spirit Masters est un groupe de personnes aux talents variés. Gwen elle-même s'est positionnée comme une maîtresse du combat à longue distance, et à l'avenir, elle évoluera dans cette direction. Ethan pensait qu'il devrait trouver de bons coéquipiers, mais sa sœur a juste souri, car aucune équipe ne voudrait accepter quelqu'un avec seulement 3 lacunes de compétences. Mais Ethan a compris que ses capacités au potentiel illimité le rendaient égal à toute l'équipe. Lorsque le moment est venu, tous les étudiants choisis sont arrivés à destination, où un bus les attendait déjà. Gwen se tenait près de l'arrêt de bus, attendant son frère, et tous les autres étudiants la regardaient avec une admiration non dissimulée. Mais cela ne dura pas longtemps, car Ethan s'empressa de ramener les plus admiratifs sur Terre, car sa sœur n'était clairement pas à leur niveau. Bientôt, tout le monde avait chargé ses bagages dans le bus et celui-ci était parti. Personne n'avait été informé de la durée du trajet, et cela devenait assez ennuyeux de rester assis au même endroit, puis une fille blonde qui était assise derrière eux a passé la tête entre les sièges d'Ethan et de Gwen, voulant rencontrer ses futurs camarades de classe. Ethan a tout de suite aimé la fille. Il était content de la rencontrer. Sally. Ses parents sont membres du groupe Blue Knight. Le gars a dit qu'il avait beaucoup entendu parler d'eux et qu'il admirait simplement son père, mais Gwen a compris qu'il voulait juste flatter sa nouvelle connaissance. Les gars ont continué à se connaître et ont promis d'échanger des numéros s'ils étaient soudainement affectés à des classes différentes. Gwen a rapidement mis fin à la représentation en disant que son frère ne savait vraiment rien des seigneurs esprits. Mais entre-temps, quelque chose d'étrange se produisait. Le tunnel que les étudiantes traversaient semblait ne jamais finir et les téléphones perdèrent le signal. Ethan se dirigea vers le chauffeur pour savoir ce qui se passait. Mais il ne comprenait pas non plus. Il l'avait traversé plusieurs fois, mais maintenant le tunnel semblait sans fin. Il n'y avait rien de visible devant. Il y avait d'autres voitures qui roulaient devant le bus, mais maintenant elles semblaient avoir disparu. La panique grandissait parmi les étudiants dans la cabine, et la température à l'intérieur devenait de plus en plus basse. Quelque chose n'allait pas. Ethan a demandé au chauffeur d'arrêter la voiture, et les passagers ont décidé de préparer leurs armes spirituelles, décidant que des fantômes étaient impliqués. Et puis la voiture s'est finalement arrêtée. Gwen a sorti son arme, un éventail, et a averti tout le monde de faire attention. Ethan savait que c'était définitivement l'œuvre d'un fantôme, et tandis que tous les autres dans le bus étaient inquiets et essayaient de se calmer en pensant qu'il n'y avait aucun moyen qu'eux, les enfants de puissants maîtres spirituels aient pu être pris en embuscade, l'ombre d'Ethan est redevenue active. Son message suivant indiquait que le tunnel sombre était plein d'horreurs inconnues, et c'est à ce moment qu'Ethan décida de quitter la voiture. Le gars a compris que l'ombre avait décidé de le laisser sortir pour une raison. Alors, il a décidé de suivre son message et de sortir, ce qui a très mécontenté les autres passagers, et si des esprits maléfiques entrèrent par la porte ouverte. Ethan a dit qu'il avait simplement décidé d'aller aux toilettes, mais Gwen s'est rendue compte que ce n'était pas si simple et a décidé d'y aller avec son frère. Elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait, et son frère lui a dit qu'un phénomène paranormal avait dû se produire en chemin. Apparemment, le palais Tenchi était impliqué dans cette affaire. Ethan croyait que s'il voulait vraiment devenir des maîtres spirituels, il ne pouvait pas simplement s'asseoir et attendre la mort, il devait explorer ce tunnel mystérieux. Il faisait nuit noire ici, alors les garçons décidèrent d'utiliser des lampes de poche, et Ethan Oessa suggérait que quelqu'un devait les surveiller secrètement depuis le palais de Tenchi. À ce moment-là, quelque chose lui tomba d'en haut, directement dans la main. C'était de l'argent en papier. Bientôt, toute la route fut recouverte de pièces de monnaie. Les gars dans le bus ont commencé à paniquer de plus en plus, car Ethan et sa sœur ont dit qu'ils étaient allés aux toilettes, mais la lumière de leur téléphone s'éloignait de plus en plus. Il s'est avéré qu'Ethan avait raison et que quelqu'un surveillait effectivement les étudiants. 2 hommes, les observant attentivement à travers un énorme écran. L'homme d'âge moyen, avec des cicatrices sur son visage, était clairement mécontent que les futurs maîtres spirituels se cachaient simplement dans la voiture et attendaient d'être secourus. Son compagnon,
Un homme adulte à la moustache touffue lui conseilla de ne pas être aussi critique, car ils n'étaient que des enfants. Puis il tourna son attention vers le garçon et la fille, les premiers à descendre du bus. Les hommes ont réalisé qu'il s'agissait des enfants de William, numéro 2, du groupe Dawn. L'homme à la moustache a expliqué à son partenaire que son fils adoptif, Ethan, n'avait que 3 trous de compétences, mais que sa fille biologique, Gwen, en avait 12. En entendant cela, l'homme balafré décida de tester les adolescents et ordonna d'envoyer un fantôme blanc brumeux dans le tunnel. Il voulait voir Gwen en action, et son partenaire fut très surpris par des mesures aussi hâtives. Mais l'homme lui a simplement fait signe au revoir et a dit qu'il avait tout sous contrôle. Pendant ce temps, il faisait de plus en plus froid dans le tunnel. Un instant plus tard, les garçons étaient enveloppés dans des nuages de brouillard, qui devenaient de plus en plus épais. Ethan réalisa que cela signifiait que le fantôme blanc brumeux était à proximité. Alors il s'avança, laissant sa sœur derrière lui, car il savait que la créature attaquait généralement par derrière, et de cette façon, ils auraient une meilleure chance de le remarquer. Il comprenait également qu'il ne pouvait utiliser le flash vert qu'une seule fois, et qu'il serait ensuite indisponible pendant 1 minute entière. Il ne pouvait donc pas le rater, mais il croyait qu'avec des compétences de niveau vert, il serait capable de vaincre le fantôme. Il y avait des bruits effrayants au loin. Ils se rapprochèrent de plus en plus, et Ethan savait que c'était un fantôme. Il faisait de plus en plus froid, mais le gars n'avait pas encore vu le fantôme. Mais quand il s'est retourné, il était figé d'horreur. Une créature terrifiante dominait sa sœur. Ses yeux semblaient cousus ensemble, et une épaisse fumée s'échappait de sa bouche. Les rafales de vent étaient si fortes qu'elles ont littéralement attrapé Gwen et l'ont portée directement vers le fantôme, puis Ethan a réalisé que sa cible était la fille. Mais il n'allait pas abandonner sa sœur aux griffes de ce monstre. D'un seul mouvement, il se leva, sortant son poignard à la volée. Le garçon a balancé son arme, utilisant son habileté, un éclair de lumière verte. Cette technique a fait hurler de douleur le fantôme et l'a fait disparaître. Bientôt, Gwen fut également libérée des griffes du brouillard épais. Elle courut et attrapa son frère. Elle ne comprenait pas pourquoi le brouillard devenait de plus en plus épais, mais Ethan lui assura que le fantôme du brouillard ne leur ferait pas de mal. Pendant ce temps, l'homme aux cicatrices observait tout à travers les moniteurs. Il ne comprenait pas non plus d'où venait autant de fumée, car un fantôme n'est pas capable d'une telle chose. Il comprenait qu'il y avait des descendants de grands personnages dans le bus, donc l'option la plus sûre pour lui était d'aller vérifier par lui-même ce qui s'y passait. Le brouillard blanc continuait de s'épaissir autour des adolescents, mais Ethan assura à sa sœur qu'il s'en occuperait et laissa la fille derrière lui dans un endroit sûr. Le jeune homme brandit son poignard à la recherche de l'esprit, car la brume élargissait son champ de perception, et une fois qu'elle touchait la créature, elle ne pourrait plus s'échapper. Et quand le fantôme l'a finalement rattrapé, Ethan s'est envolé vers lui d'un seul mouvement et l'a frappé avec son arme en plein dans le dos. Cependant, les coups donnèrent l'impression que le gars frappait du métal. Il semblait que le seul moyen de blesser cette créature était d'utiliser la compétence. Mais cela valait-il la peine d'attendre qu'elle se recharge? Ethan ne voulait pas attendre aussi longtemps. Et puis une autre option lui est venue à l'esprit. Caché dans le brouillard, il attaqua l'esprit par derrière, juste dans la profonde blessure que l'éclair de lumière verte lui avait laissée. Il n'avait besoin que d'une seule attaque réussie, et il y est parvenu, détruisant la créature en un seul mouvement. Il a laissé derrière lui une perle d'âme, et bien qu'il ait fallu beaucoup plus d'énergie à Ethan pour s'occuper du fantôme de niveau blanc, il l'a quand même tué lui-même. Il savait qu'il pouvait utiliser la perle d'âme pour percer à nouveau les explosions de lumière verte avancées, car une recharge d'1 minute était trop longue pour le champ de bataille en constante évolution. Gwen, quant à elle, émergea du brouillard et retrouva son frère, heureuse qu'il soit indemne. Mais la paix ne dura pas longtemps. Ethan réalisa qu'il y avait quelque chose dans le brouillard, et cela semblait assez fort. Le même homme avec des cicatrices est sorti du brouillard et s'est présenté comme étant Marcus du palais Tenchi. Ethan tendit doucement la perle d'âme dans la main de Gwen. Puis il sourit comme si de rien n'était et dit que sa sœur géniale était capable de vaincre calmement le fantôme blanc et brumeux. Marcus était satisfait de ce résultat et a dit aux gars de retourner au bus. En s'occupant d'eux, il pensait que ce garçon avait beaucoup de chance d'avoir une sœur aussi talentueuse. Après un certain temps, tous les étudiants ont atteint le bout du tunnel, où Marcus les attendait.
Il était extrêmement mécontent de la façon dont les étudiants ont réagi à l'événement surnaturel et a déclaré que les gens ne pouvaient pas confier leur vie à de tels lâches. Un homme aux cheveux courts se faisant passer pour l'un des étudiants les a également humiliés, disant qu'il était avec eux dans le bus tout le temps et qu'il avait vu leur réaction. Mais quand Marcus a vu Ethan et Gwen, il a semblé s'épanouir, disant qu'il était très heureux qu'ils soient si courageux, en particulier Gwen, qui à un si jeune âge a pu détruire un fantôme de niveau blanc. Après cela, tout le monde est retourné au bus. Ethan était content que tout soit fini, mais sa sœur avait l'air malheureuse. Elle ne comprenait pas pourquoi son frère avait monté tout ce spectacle et lui avait donné la perle de l'âme, mais il avait seulement répondu qu'il l'avait fait parce qu'il l'aimait. Mais Gwen était catégorique. Elle tendit la perle et la remit dans la main de son frère, car il était injuste de prendre ses mérites pour elle-même. Ethan comprit que même si les gens découvriraient la vérité, le plus qu'il ferait serait simplement de le féliciter. Mais pour Gwen, une telle réussite serait utile lors de l'attribution des classes au palais. Mais réalisant que la perle resterait toujours avec lui, il la serra dans sa paume, décidant de voir quelles compétences elle révélerait. Dès qu'il s'est concentré sur elle, elle a commencé à briller d'une lumière vive dans ses mains. Un instant plus tard, il était de retour dans l'espace où il se trouvait auparavant. Il réalisa que l'éclair de lumière verte avait fait un pas en avant grâce à cette perle. Et puis Ethan vit que la perle était à nouveau divisée en 3 autres directions. Il n'arrivait pas à y croire. Était-elle en train de se diversifier à nouveau dans des compétences supplémentaires? Et c'est ainsi que cela s'est passé. La perle verte du fantôme de l'au-delà a permis de contrôler librement le mouvement de l'éclair vert, multipliant par 3 sa vitesse. La perle noire de l'âme du fantôme de l'eau ajoutait des marques à l'attaque. Et plus il y avait de marques, plus les dégâts de l'explosion après avoir utilisé Flash étaient élevés. La perle blanche du fantôme pendu a permis la création de 3 éclairs maudits. Ainsi, quel que soit le chemin emprunté par Ethan, l'éclair de lumière verte pouvait se transformer en une compétence non moins puissante qu'une perle d'âme de niveau rouge. Cependant, les fantômes d'eau étaient très rares et n'apparaissaient que là où il y avait de nombreuses rivières, et les fantômes pendus avaient un niveau rouge, et il était incroyablement difficile de les trouver. Mais ensuite, Ethan fut tiré de ses pensées par sa sœur. Tous les autres étudiants regardaient par les fenêtres avec fascination, car ils étaient déjà arrivés à destination. C'était la ville de Skynet, un endroit incroyablement beau et pittoresque. Bientôt, les étudiants furent déposés et invités à se rassembler sur la place centrale, car il s'avéra que la succursale du palais Tenchi était située au plus profond des montagnes. Outre Ethan lui-même, il y avait environ 500 autres personnes ici, dont beaucoup étaient des représentants de l'élite. Oliver et Vivienne étaient là aussi. Ils regardèrent le gars avec mécontentement, mais cela n'a pas duré longtemps. Plusieurs personnes sont venues sur la place principale. C'étaient des enseignants. Tous les yeux étaient rivés sur Gwen, car elle avait tué le fantôme de la brume blanche avant d'arriver au palais et était sans aucun doute un semis de première classe de ce ruisseau. La jeune fille se sentait mal à l'aise face à une telle attention, mais son frère s'empressa de lui assurer qu'il voulait simplement mieux la connaître, car elle était une étudiante spécialement sélectionnée. Il tapota la tête de sa petite sœur, décidant de continuer à s'en tenir à la version selon laquelle c'était Gwen qui avait tué le fantôme, et promit que la prochaine fois, il la protégerait certainement. Pendant ce temps, Marcus les observait et était très inquiet que le garçon continue à se cacher derrière la jupe de sa sœur, et il a donc décidé qu'il devait être placé dans des classes différentes. Son partenaire a remarqué que l'homme ne pouvait pas quitter la fille des yeux et a décidé de lui dire qu'il l'avait également remarqué pour son cours. Ce à quoi Marcus s'est immédiatement jeté sur lui, le défiant en duel. Une femme aux cheveux courts violets, vêtue d'un tailleur turquoise à décolleté profond, est intervenue dans la conversation et a fait honte à Marcus. Mais Marcus était sérieux. Il avait un œil sur Gwen avant même qu'elle n'entre dans Skynet, ce à quoi la femme répondit qu'elle l'avait choisi bien plus tôt que l'homme. Un grave scandale éclata entre eux, et ils dégainèrent même leurs armes dans l'intention de décider au combat qui avait raison. Mais ils furent arrêtés par le bruit d'une canne frappant le sol. C'était un vieil homme aux cheveux gris, et il exigeait que ces jeux cessent. La querelle cessa aussitôt, l'homme et la femme furent terriblement effrayés par la simple vue de cet homme. Le vieil homme s'approcha de Gwen et de son frère, et regarda Ethan. Réalisait-il vraiment qu'il était différent des gens ordinaires? L'homme a dit que la fille devrait choisir son propre chemin et sa future classe.
La femme aux cheveux violets courut immédiatement vers Gwen. Elle se présenta comme Emma, la chef de la classe A. Elle promit de faire de la fille un maître spirituel légendaire d'au moins niveau 5. Arthur, l'homme potelé à la moustache, le chef de la classe B, est arrivé par derrière, remarquant les excellentes nouilles qu'Emma accrochait aux oreilles de la fille, et a dit que si Gwen rejoignait sa classe, il lui donnerait 3 perles d'âme de niveau vert et ferait également d'elle un suzerain de niveau 3. Les autres professeurs ont également commencé à courir vers la fille un par un, chacun essayant de lui offrir quelque chose de plus. Mais Marcus était déterminé à faire entrer Gwen dans sa classe, alors il lui a offert une perle d'âme d'un fantôme pendu si elle le rejoignait. Emma et Arthur ont réalisé que l'homme devenait fou, car il était prêt à donner la perle qui occupait la 7e place parmi les perles d'âme de niveau rouge, et pour Marcus lui-même, c'était la meilleure opportunité de finalement dépasser le niveau 3. Ethan savait que cette perle donnait la compétence Shackles. Après la libération du maître spirituel, un champ serait créé et la gravité sur l'ennemi à l'intérieur serait augmentée plusieurs fois. De plus, la 3e branche du flash de lumière verte pouvait créer une nouvelle compétence. 3 flashs maudits, mais pour cela, elle avait besoin de la perle d'âme du fantôme pendu. Et bien que cela soit important pour Ethan, il ne pouvait pas interférer avec la décision de sa sœur. Mais apparemment, la sœur elle-même avait besoin de conseils, car elle ne pouvait pas décider. Mais le frère lui a demandé avec insistance de décider elle-même. Gwen se tourna vers Marcus, lui demandant de répondre à une question. Elle se demandait si son frère, Ethan, pourrait étudier avec elle si elle rejoignait sa classe. Marcus n'aimait clairement pas cette proposition, car le garçon n'avait que 3 trous pour la compétence. Et lui, au contraire, voulait l'envoyer loin. Gwen se tourna alors vers Emma, qui était heureuse de l'accepter, semblait-il, sous n'importe quelle condition. Marcus ne voulait vraiment pas avoir affaire à son frère sans valeur, mais il était quand même d'accord. Faire entrer Gwen dans sa classe était la chose la plus importante pour lui. Ethan, comme sa sœur, était très heureux que tout se soit si bien passé. Mais Marcus était très en colère. Il voulait faire quelque chose pour rendre hommage à ce garçon. Bientôt, tous les étudiants se sont rassemblés sur le terrain d'entraînement. Leur première leçon commençait. Marcus se tenait devant eux. Il avait lui-même été à la place de ces gars-là auparavant. Il se souvenait à quel point il avait eu peur lorsqu'il avait vu le fantôme pour la première fois. Il a dit que s'il voulait devenir des maîtres spirituels, il devait tout d'abord mettre de côté la peur, comme leur camarade de classe Gwen. Et dès que la fille a mentionné que son frère l'avait aidé à vaincre le fantôme, Marcus s'est à nouveau mis en colère. Il devait faire comprendre à Gwen que son frère n'était pas son égal. Cependant, il a continué la leçon, racontant que le pouvoir d'un maître spirituel venait de la perle d'âme et que la même compétence aurait un énorme écart entre les mains de différents maîtres. Et pour démontrer cela, il a choisi un étudiant, Ethan. Il a demandé quelle compétence lui avait été révélée après avoir absorbé la perle verte, et le gars a répondu que c'était un éclair de lumière verte. Marcus avait aussi cette compétence, et il avait l'intention de montrer à ce gamin la différence entre eux. Il a dit qu'un seigneur esprit de niveau 1 prendrait au moins 1 minute pour libérer la compétence, mais Marcus lui-même était de niveau 3, donc cela lui prendrait 30 secondes. Mais Ethan l'interrompit en disant qu'il n'avait lui aussi besoin que de 30 secondes. Marcus ne comprenait pas comment cela était possible, puisque le garçon n'avait même pas de niveau, et pourtant il n'allait pas reconnaître ses capacités. Décidant de ne pas montrer la différence de compétences, l'homme a suggéré aux étudiants de s'entraîner en personne, et pour cela ils ont dû se diviser en paires. Les garçons ont commencé à pratiquer le combat rapproché, car pour eux c'était le moyen le plus efficace de se protéger. Marcus a demandé à Gwen de démontrer des compétences utiles aux autres, et la fille a fait un excellent travail. Tout le monde la regardait avec admiration, les étudiants et Marcus lui-même. Cependant, voyant Ethan traîner à nouveau avec sa sœur, il décida de le jumeler avec Derek afin qu'il puisse mettre en pratique ce qu'il venait d'apprendre. Derek était 2 fois plus grand et fort qu'Ethan, mais Marcus expliqua son choix d'adversaire en disant qu'aucun des étudiants n'était à l'abri d'un vrai combat, et que s'ils étaient faibles, ils seraient indignes de leur place dans le palais. Mais Ethan n'avait pas peur, car il savait de quoi il était capable. Et ce n'était pas lui, mais Derek, qui devait avoir peur. Marcus a assuré que si quelque chose arrivait au garçon, il pourrait le soigner. Un message d'ombre apparut à nouveau devant Ethan.
Il lui recommandait de montrer à son adversaire son véritable pouvoir, car après avoir absorbé le fantôme blanc brumeux, le gars a acquis la capacité de se disperser. Le combat a commencé et Derek s'est immédiatement précipité sur son adversaire, et si son coup pouvait toucher des organes vitaux, alors Ethan perdrait la capacité de bouger. Et puis le gars s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser spray. En un instant, Ethan se retrouva derrière son adversaire, balançant son poing enflammé vers lui. Des cibles ont commencé à défiler devant ses yeux. Sa tête, son dos, ses articulations, tous les points faibles de Derek. Soudain, les yeux d'Ethan brillèrent en rouge, son aura prit l'apparence d'un monstre terrible, et il sut qu'il devait le tuer d'un seul coup. Des voix horribles ont commencé à jouer dans la tête du jeune homme. Elles disaient que le désir de tuer était dans le sang d'Ethan, et qu'il ne pouvait pas y échapper. Il devait tuer Derek. Chaque fois que la voix devenait de plus en plus forte, il répétait « Tuer, tuer, tuer !» Après tout, il est né avec le désir de tuer, mais Ethan n'allait pas céder à la voix. Il se dirigea vers son adversaire en utilisant un poing de vent torsadé. L'instant d'après, il frappa. Mais le poing toucha à peine le visage de Derek, ne laissant qu'une petite abrasion dessus. L'onde de choc a frappé le mur de la salle d'entraînement, laissant une énorme bosse fumante, et les étudiants se sont rassemblés autour d'Ethan. Personne ne comprenait comment ce gamin pouvait faire une telle chose, car il n'avait que tri-trou de compétences. Mais Ethan savait qu'il venait d'avoir un réel désir de détruire complètement son adversaire, et il n'en était pas du tout content. Il fut tiré de ses pensées par Gwen, qui courut vers son frère pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. Elle lui prit la main et se tourna vers Marcus pour lui faire apprécier la force de son frère. Mais l'homme ne savait pas quoi répondre, car Ethan n'avait que 3 lacunes de compétences. Pourquoi sa force était-elle si grande? Sans attendre de réponse satisfaisante, Gwen dit fermement que son frère n'avait pas du tout besoin de leur approbation. Se retournant, Gwen et Ethan s'éloignèrent du site, attirant les regards surpris de tous. L'une des élèves, Valérie, élève de la classe E et propriétaire de 9 trous d'habileté, sentit une odeur familière, et il n'y avait aucun doute que c'était celle à laquelle elle pensait. Le soir venu, Ethan et sa sœur sont arrivés au complexe d'appartements où les étudiants du palais louaient des appartements. Mais il y avait un problème. Il n'y avait plus de chambre libre. Le gérant du complexe n'a rien pu leur proposer d'autre que d'aller en banlieue et d'essayer d'y trouver un logement. À ce moment-là, une fille inconnue, aux cheveux noirs et vêtue d'une robe blanche, s'est approchée des gars par derrière et leur a dit qu'elle pouvait leur sous-louer l'appartement à bas prix. La jeune fille a déclaré qu'elle était elle-même étudiante et qu'elle vivait dans l'appartement 1701, qu'elle l'avait payé 3 ans à l'avance, mais qu'elle était maintenant obligée de partir et que l'appartement restait vide. Le gérant regarda les adolescents d'un air interrogateur, car le locataire de l'appartement 1701 changeait constamment. Bientôt, la mystérieuse fille emmena les garçons à l'appartement et leur ouvrit les portes. La chambre était grande et très propre. Mais Ethan était alarmé par le fait que les meubles étaient impeccables, comme si personne ne les avait jamais utilisés. Et juste au moment où le gars était sur le point d'abandonner cet appartement et de trouver quelque chose de moins suspect, la fille a dit qu'elle était prête à leur faire une réduction de 50%. Ethan n'a pas pu refuser une telle offre et a quand même signé le contrat, après quoi la fille leur a donné les clés et a dit qu'ils ne devaient plus la contacter. Après avoir souhaité un bon séjour au garçon, elle quitta l'appartement. Gwen fut alarmée par ce comportement, mais Ethan, ne voulant pas inquiéter sa sœur, s'empressa de lui assurer que tout allait bien dans la maison. Sur cette note, Gwen est allée se coucher et a conseillé à son frère d'aller se coucher aussi. Cependant, le gars n'allait pas dormir, car la réaction de la fille et l'atmosphère dans l'appartement lui-même lui semblaient étranges, et il devait découvrir ce qui se passait. Alors il s'est installé sur le canapé pour surveiller cet endroit toute la nuit. Au début, c'était calme, mais après un certain temps, le gars a entendu le bruit de l'eau qui coulait. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne put comprendre quand il s'était endormi et qu'il l'avait recouvert d'une couverture. Les bruits le troublaient également, car sa sœur coupait toujours hermétiquement l'eau après avoir pris un bain. En regardant de plus près, Ethan vit qu'il y avait un homme debout à l'autre bout de la pièce. Il souriait et faisait des bruits étranges, et le gars ne pouvait pas comprendre qui c'était. Terrifié à mort, il commença à s'approcher lentement de la personne, ne comprenant toujours pas qui était devant lui. Peut-être était-ce Gwen. Et puis l'homme se retourna, ses yeux noirs et rouges regardant droit vers Ethan. La créature s'est approchée du gars en murmurant quelque chose dans sa barbe,
Puis le jeune homme s'est rendu compte qu'il avait affaire à un fantôme. Maintenant, il était clair pourquoi le prix du logement était si bas. L'esprit a déclaré que c'était sa maison et qu'Ethan n'était pas le bienvenu ici, mais il ne s'est pas rapproché du garçon. Cela ne devait pas être hostile. Une ombre tourbillonnait sous Ethan et le fantôme en était clairement effrayé. Quand le gars a allumé la lumière, il n'y avait personne devant lui. Cependant, la nuit s'est terminée et une nouvelle journée d'école a commencé sur le campus du palais Tenchi. La première chose que Gwen a faite a été de se précipiter pour dire à Ethan que la nuit dernière, un fantôme s'était fait passer pour son frère et errait autour de sa porte, et elle a failli la lui ouvrir. Ethan lui a également dit qu'il avait rencontré un fantôme, et ils sont alors arrivés à la conclusion qu'il devait quitter cet appartement de toute urgence. Mais le gars a décidé de ne pas se précipiter, car on leur a dit qu'il était normal d'avoir peur des fantômes au début, et les esprits eux-mêmes ne semblaient pas si hostiles. Soudain, les mèches sombres de quelqu'un tombèrent sur le visage du jeune homme. En se retournant, il vit devant lui une fille aux cheveux longs en short et un long manteau rouge. C'était la même étudiante qui avait senti Ethan hier au terrain d'entraînement, Valérie. Elle a dit qu'elle vivait dans l'appartement 1703 et qu'elle pouvait aider à se débarrasser du fantôme dans leur maison. En se rapprochant du gars, elle a également ajouté qu'il pouvait simplement entrer s'il le voulait. Cependant, Gwen interrompit rapidement leur douce conversation, disant qu'elle-même avait 12 trous de compétences, donc il n'avait pas besoin d'aide extérieure. Réalisant qu'elle n'était pas particulièrement la bienvenue là-bas, Valérie se retourna et dit que dans ce cas, ils devraient s'occuper eux-mêmes des fantômes. Juste au moment où elle était sur le point de quitter le bureau, Marcus est entré. Il ne s'attendait pas du tout à voir Valérie ici. Voyant que les étudiants se relâchaient, il s'empressa de les envoyer courir, car les futurs maîtres spirituels doivent également être bien préparés physiquement. Et puis Ethan a décidé de demander s'il était vrai qu'il n'y avait pas de fantôme dans le palais de Tenchi. Marcus était un peu agacé par cette question. Après tout, le palais avait été transmis de génération en génération pendant des milliers d'années, et sa formation protectrice était invulnérable à tout mauvais esprit. Mais Ethan était également intéressé par la raison pour laquelle il devait louer un appartement à l'extérieur si le palais était si grand. Ici, Marcus ne put le supporter et cria que la formation protectrice du palais avait été créée à partir des âmes originelles de 5 fantômes primitifs. Mais il réalisa immédiatement qu'il en avait trop dit. Mais Ethan était très heureux d'entendre quelque chose sur les fantômes primordiaux et les âmes primordiales. Mais le professeur a brusquement interrompu la conversation, en disant qu'il serait préférable pour lui de se concentrer sur l'entraînement et de ne pas se déranger la tête avec des choses inutiles, puis il lui a souhaité bonne chance, ainsi qu'à sa sœur, et est parti. Resté seul, Ethan commença à penser que le palais de Tenchi était en effet plein de secrets, et plus il avançait, plus il devenait intéressant. Il décida de mettre ses pensées sur papier pendant un moment, puis sa sœur s'approcha de lui, et Ethan lui demanda si elle avait reçu la perle du fantôme pendu que Marcus avait promis de lui donner. Gwen a dit que lorsqu'elle atteindrait le premier niveau, elle recevrait l'héritage de ses parents, et lorsqu'elle atteindrait le deuxième niveau, elle recevrait une perle. Dans l'ensemble, Ethan était d'accord avec cet état de fait, mais il craignait toujours qu'il y ait de nombreux maîtres puissants à Skynet qui n'autoriseraient aucun phénomène surnaturel ici. Et pourtant, personne n'a résolu le problème de l'appartement 1701. Mais Ethan était déterminé à le découvrir par lui-même ce soir. Pendant ce temps, la fille fantôme aux cheveux noirs écrivait sur les murs et le sol de sa chambre, continuant à répéter une phrase « Sors de la maison ». Quand minuit arriva, Ethan sut que le moment était venu. Le fantôme était là. Une fille pâle aux cheveux noirs, vêtue d'une robe blanche, se déplaçait maladroitement dans la maison, se dirigeant vers la chambre du gars, essayant visiblement de se faire passer pour Gwen. Elle marcha prudemment jusqu'à la porte et appela Ethan. Le jeune homme lui ouvrit la porte et fit semblant de croire qu'elle était sa vraie sœur. Il lui demanda si elle voulait manger, ce à quoi la fille fantomatique répondit par la négative. L'esprit était confus, ne comprenait-il pas qu'elle n'était pas sa sœur? Pourquoi n'avait-il pas peur? Soudain, la porte s'ouvrit à nouveau, et Ethan demanda pourquoi la fille était toujours là. Il lui prit la main et la conduisit à la cuisine, toujours avec l'intention de la nourrir. Le fantôme ne comprenait pas. Elle était en colère à cause de cette situation. Ce type jouait-il vraiment avec elle? Une aura noire tourbillonna autour de la fille. Ses yeux devinrent rouges et elle cria à Ethan de sortir de sa maison. Mais Ethan sourit simplement,
comme s'il n'était pas du tout surpris que la fille ne soit pas Gwen, et lui offrit quand même quelque chose à manger. Cette attitude a mis le fantôme en colère. Elle ne savait pas quoi dire. Soudain, son essence s'est évaporée et s'est envolée, ne voulant plus participer à cette performance. Ethan était surpris. Cette fille fantôme ne l'avait pas attaqué. Qu'est-ce qui avait bien pu lui arriver pour qu'elle devienne comme ça? Quand le matin arriva, le garçon fut réveillé par le cri de Gwen et il courut immédiatement vers elle. Mais dès qu'il a ouvert la porte, des sous-vêtements féminins ont volé vers lui. Gwen était extrêmement indignée. Comment son frère pouvait-il garder autant de sous-vêtements féminins sous le lit? Et surtout, pourquoi? La fille a quitté la pièce et Ethan a vu une boîte entière de sous-vêtements rouges. Était-ce vraiment l'œuvre de cette fille fantôme pour se venger de lui? Mais il y avait autre chose ici. Au fond de la boîte, Ethan vit une photo encadrée de 2 filles. Il y avait 2 noms écrits en bas, Zoé, évidemment c'était le fantôme, et un autre, Gloria. Et il y avait aussi un numéro de téléphone à côté, et Ethan a décidé qu'il devait l'appeler. La fille aux cheveux violets, celle sur la photo, était assise à son bureau dans le bureau quand soudain son téléphone a sonné. Le numéro ne lui était pas familier, alors elle a décidé de ne pas décrocher. Puis elle a reçu un message d'Ethan, disant qu'il avait rencontré Zoé et qu'il voulait en parler. Gloria était choquée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Mais le gars lui a expliqué qu'il avait rencontré le fantôme de Zoé dans l'appartement 1701 et voulait savoir ce qui lui était arrivé. La femme était horrifiée. Elle ne pouvait pas croire que le fantôme de Zoé s'était réellement installé dans cet appartement. Et elle a alors décidé d'appeler Ethan par vidéo. Elle a dit que s'il ne plaisantait vraiment pas, il pourrait essayer d'aider Zoé à trouver la paix, et qu'elle lui donnerait ensuite une perle d'âme de niveau rouge plus tard. Et même si Ethan voulait mettre la main sur la perle, il voulait vraiment résoudre la situation avec Zoé. Il avait besoin de savoir si elle avait été tuée, et si sa mort était liée au palais de Tenchi. Il a montré à Gloria une photo d'elle et Zoé ensemble. En le voyant, la femme ne put retenir ses larmes. Elle voulait que la fille soit libre après toutes ces années. Elle a dit que lorsque Zoé était étudiante au palais Tenchi, elle était pleine d'espoir pour l'avenir. Mais des gens du monde entier sont venus au palais, et bientôt elle a été remarquée par des étudiants riches, et un jour ils l'ont maltraitée. Zoé ne voulait pas être humiliée, alors elle les a dénoncés sur Internet, et bientôt tout le monde a été au courant de la situation. Certes, les méchants ont été punis, mais la mesure la plus extrême dans le palais de Tenchi était la simple expulsion. Mais Zoé elle-même n'a rien gagné de cette situation. Au contraire, ses agresseurs avaient beaucoup plus de pouvoir en dehors du palais. À la fin, ils ont tué Zoé, puis elle est devenue un fantôme errant, et le palais de Tenchi n'a pas commenté la situation. Gloria a déclaré que même en tant que responsable de l'association, elle ne pouvait pas aider la jeune fille à trouver la paix. Donc, si Ethan voulait vraiment l'aider, il devait faire de gros efforts et ne pas se retrouver lui-même dans quelque chose de terrible. À ce stade, leur conversation s'est terminée et l'ombre a envoyé un autre message à Ethan, disant que les gens avaient peur des fantômes et que les fantômes savaient que les gens étaient venimeux. La méchanceté du cœur d'un homme est plus terrible que celle de n'importe qui d'autre. Mais cela n'avait rien à voir avec Ethan, car il choisirait le moyen le plus simple de tuer le fantôme de Zoé et de la laisser se reposer en échange de la perle d'âme rouge. Ethan savait qu'il pouvait facilement gérer cet esprit. Cependant, il ne comprenait pas pourquoi tout le monde pensait que la mort était le seul moyen de la mettre au repos, car s'il choisissait cette voie, en quoi serait-il différent du perdant qu'il était dans sa vie passée? Il a décidé qu'il utiliserait son pouvoir et ses méthodes pour permettre à Zoé de trouver la vraie paix. Après un certain temps, Ethan est parti faire une promenade nocturne autour de la gare routière. Et pendant ce temps, les phénomènes surnaturels dans Skynet City empiraient de jour en jour. Et maintenant, le palais de Tenchi a décidé d'intervenir. Afin de découvrir des incidents surnaturels et d'améliorer l'expérience pratique des étudiants dans la gestion des fantômes, diverses tâches ont été confiées quotidiennement. Finalement, Ethan arriva à la destination de l'un d'eux. C'était le bus 444, et il était hanté. À l'intérieur, les gens semblaient chuchoter et les fantômes pleuraient. Tout indiquait qu'il était venu. Ethan le savait aussi. Et à ce moment-là, il sentit quelqu'un s'approcher de lui par derrière. C'était un jeune homme blond. Il avança son bouclier, ne comprenant pas ce que ce garçon faisait ici. Ethan lui fit un signe de la main amical, disant qu'apparemment, ils avaient tous les deux une mission dans le bus 444. Ce à quoi le jeune homme sourit méchamment,
pensant probablement qu'il était un étudiant de première année ordinaire. Ethan a dit qu'il y a un fantôme de niveau vert ici, et si vous vous en occupez, vous pouvez obtenir une perle verte. Le jeune homme s'approcha de lui et lui demanda de suivre ses instructions sans poser de questions, et Ethan accepta volontiers. Le gars a dit qu'il était un maître spirituel de niveau 2, donc il prendrait soin de lui si quelque chose arrivait. En réalité, il pensait que s'il y avait un danger, il utiliserait simplement le garçon aux cheveux bleus comme chair à canon. Le jeune homme s'est présenté comme Neil, déclarant que si Ethan était vraiment en deuxième année, il devrait savoir ce que ce nom signifiait. Et Ethan savait exactement ce que cela signifiait. Les garçons sont montés dans le bus et le jeune homme a payé le prix du billet en disant qu'il ne lui restait qu'une grosse facture. Le chauffeur a répondu qu'il changerait l'argent pour lui, et alors du papier, de l'argent d'un autre monde, a commencé à tomber du toit. Ethan en a attrapé un sur son doigt et a remercié le chauffeur. Mais Neil fut choqué par son calme, car lui-même était déjà prêt à invoquer une arme spirituelle. Soudain, l'homme entendit des bruits à l'extérieur du bus et décida de regarder par la fenêtre. Une femme fantomatique est entrée dans le bus voisin. Tout le transport était littéralement entouré d'esprits. Neil courut vers Ethan, horrifié, lui disant qu'il y avait un autre bus 444 à proximité et qu'il était plein de fantômes. Mais le gars ne comprenait pas. Le vieil homme voyait-il double? Cependant, Neil savait qu'il devait descendre au prochain arrêt et détruire directement la machine. Pendant ce temps, le bus a commencé à bouger et a parcouru une certaine distance. Neil a dit au conducteur de ralentir alors qu'il était sur le point de sortir. Mais dès que le transport s'est arrêté, les fantômes se sont immédiatement précipités à travers les portes ouvertes. Ils ont bloqué le chemin de Neil, chuchotant quelque chose à leur sujet. Les esprits entouraient le gars et il n'avait aucun moyen de descendre du bus, et le chauffeur avait déjà fermé les portes. En un instant, le bus entier fut rempli de fantômes, entourant Neil, qui retenait à peine ses cris d'horreur. Le jeune homme était en colère. Il ne pouvait pas sortir d'ici. Cela devenait de plus en plus dangereux à l'intérieur, et ce garçon aux cheveux bleus n'a même pas bronché. Pendant ce temps, un esprit qui se grattait constamment s'assit à côté d'Ethan, et le gars, invoquant une sorte d'allergie, demanda aux passagers d'un autre monde de s'asseoir avec son ami blond. Le fantôme se leva docilement et se dirigea vers Neil qui était perplexe. Ce garçon pouvait-il vraiment communiquer avec eux? Bientôt, Neil fut entouré de toutes parts par toutes sortes de fantômes. L'ombre d'Ethan avait encore un message pour lui disant que son ami spécial descendrait au prochain arrêt. Ce qui signifiait qu'il avait une dernière chance. Soudain, le bus est tombé en panne d'essence et le chauffeur est sorti pour faire le plein. La panique a éclaté à l'intérieur de la cabine. Les fantômes hurlant et pleurant, ne comprenant pas pourquoi ils s'étaient arrêtés sur place. Neil était au bord de l'hystérie. Il ne comprenait pas comment cette tâche pouvait n'avoir qu'un niveau vert, car elle valait définitivement un niveau rouge. Ethan s'est également rendu compte que le palais Tenshi avait complètement sous-estimé la gravité du bus 444, et à en juger par son apparence, le véritable fantôme ici était le chauffeur. Neil savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser son partenaire stupide pour sortir d'ici. Alors il a proposé de tuer les fantômes ensemble et de sortir. Ethan accepta, souriant sournoisement à l'homme plus âgé. D'un seul mouvement, le garçon invoqua son arme spirituelle et les fantômes se précipitèrent immédiatement vers lui. Le blond pensait que ce garçon était vraiment stupide de décider d'utiliser une arme alors qu'il se tenait au milieu d'une foule d'esprits et essaya de descendre tranquillement du bus lui-même. Cependant, son chemin était bloqué par d'autres fantômes. Il savait qu'il devait immédiatement libérer sa compétence, Blood Rush, qui cachait son énergie, puis s'échapper rapidement. Il n'avait que 10 secondes et il devait sortir d'ici pendant que cet idiot distrayait les fantômes. Mais soudain, un éclair de lumière jaillit dans son dos. Ethan émergea bientôt du brouillard et Neil était incroyablement agacé. Comment ce gamin osait-il l'attaquer? Et puis Ethan a décidé de lui demander s'il se souvenait de qui était Zoé. Neil se souvenait. C'était la fille à cause de laquelle il avait été suspendu du palais Tenshi pendant Tuan. Il comprit que le garçon était venu pour se venger, mais il n'allait pas abandonner si facilement. Le blond se précipita sur le jeune homme, agitant son bouclier de toutes ses forces. Mais au moment de l'impact, Ethan a rapidement tiré le fantôme qui se tenait derrière lui par le col et s'est bloqué du bouclier. L'instant d'après, le gars a sorti son poignard et était sur le point de frapper Neil. Mais il avait une compétence spéciale, Bronze Skin. Ethan savait qu'avec des compétences aussi maigres, il ne pourrait jamais vaincre le fantôme de bronze.
et il a simplement acheté cette perle d'âme. Les enfants riches pensent que l'argent peut tout acheter, même la vie humaine, et ces pensées ont rendu le garçon très en colère. Alors, il a poussé Neil dans le bus de toutes ses forces. Le blond ne comprenait pas pourquoi la force de ce type était si variable. Mais Ethan lui conseilla de ne pas perdre de temps en pensées inutiles, car ses compétences allaient bientôt expirer, et on ne savait pas si Neil serait capable de vivre jusque-là. Le jeune homme savait qu'il devrait utiliser sa peau de bronze pour repousser les créatures, mais il était peu probable que cela l'aide beaucoup. Puis Neil hurla, suppliant Ethan de l'aider, lui promettant n'importe quoi en échange de son sauvetage. Mais Zoé l'a aussi supplié d'avoir pitié, n'est-ce pas? Mais Neil ne se souciait pas de cette fille. Elle ne le dérangeait pas du tout. Il pensait que sa mort ne signifiait rien. Et en réponse à cela, Ethan a donné un coup de pied au salaud. Les fantômes étaient déjà à 2 pas du blond, et il continuait à supplier le gars de le sauver. Il disait qu'il lui donnerait n'importe quelle perle d'âme de niveau rouge. L'offre était tentante. Alors Ethan a demandé à Neil de se rapprocher de lui. L'espoir apparut dans les yeux du jeune homme, et il rampa vers son sauveur, échappant de justesse aux griffes des fantômes. Cependant, Ethan, au lieu de sauver le gars, lui a simplement dit que chaque acte avait un prix, et que c'était son prix, puis il a fermé les portes du bus. À ce moment-là, les fantômes se sont précipités sur Neil, le déchirant. Quand tout fut terminé, la seule chose qu'Ethan regrettait était de ne pas avoir entendu les cris du salaud. À ce moment-là, un esprit s'est approché de lui par derrière et lui a demandé ce que cela faisait de tuer l'un des siens. Le gars était sur le point de balancer sa lame pour frapper le fantôme, mais il a intercepté sa main, et quand Ethan s'est retourné, il a vu que c'était le conducteur. Il était curieux, parce que les gens tuent les fantômes parce qu'ils leur font du mal, mais pourquoi tuent-ils les mêmes personnes? Ce à quoi Ethan a répondu qu'il tue simplement ceux qu'il n'aime pas. Le conducteur a trouvé cela intéressant et a dit qu'il n'avait pas ressenti une sensation aussi spéciale depuis longtemps. Il se tourna vers le garçon, lui disant qu'il aimerait l'emmener avec lui sur la route. Mais qu'Ethan ne voulait pas mettre fin à ses jours si tôt. Le gars a regardé l'esprit et a compris que ce chauffeur était à un niveau complètement différent de ces fantômes blancs dans le bus. Il a frappé l'esprit, mais il a facilement esquivé le coup. Le chauffeur s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun moyen de ramener le garçon dans le territoire fantôme, et lui a alors demandé s'il avait toujours l'argent qu'il lui avait donné. Réalisant qu'ils étaient restés, l'esprit a demandé à Ethan de les garder en sécurité, puis a disparu. Quelque temps plus tard, Ethan est revenu à l'appartement. Neil était mort. Il comprit qu'il en restait encore 6. Le lendemain, les cours ont continué et Marcus a annoncé que le test du bus 444 était désormais au niveau rouge et que Four Fantôme était apparu dans la ville voisine et avait déjà tué 7 filles. À ce moment-là, un message est arrivé sur le téléphone d'Ethan. C'était Gloria. Elle avait déjà vu la nouvelle de la mort de Neil et avait demandé quelle perle Ethan aimerait en récompense. Elle était très directe. Alors le gars a également décidé de ne pas être timide et a demandé une perle de niveau bronze et une perle fantôme pendue. Cependant, Marcus avait une autre annonce importante. Elle concernait tous les maîtres spirituels de premier niveau. Il s'est avéré que le palais Tenchi permettait aux étudiants de première année de choisir une perle d'âme de niveau blanc de leur choix. Ethan marchait entre les étagères avec des perles et choisissait celle qui lui conviendrait. Et la trouva finalement. C'était la perle de l'âme du fantôme noir. Elle donnait la compétence lumière noire. Elle augmentait le pouvoir destructeur contre les fantômes. L'ombre informa Ethan que si elle absorbait une perle d'âme de niveau rouge, son arme spirituelle gagnerait une nouvelle compétence. Cependant, pour débloquer le 5e emplacement de compétence, une perle de qualité fatale était nécessaire. Et pour le 6e, une perle de qualité catastrophique était nécessaire. Mais il était trop tôt pour y penser. Alors Ethan a simplement inséré la perle blanche dans sa dague. Elle a été absorbée avec succès et, un instant plus tard, elle a développé 3 chaînes plus avancées. Ils ont permis d'augmenter la défense et la portée de la lumière noire et ont également fourni la capacité d'affaiblir l'ennemi. Ethan fut tiré de ses pensées par Gwen, qui courut vers lui et lui demanda quelle perle il avait choisie. La jeune fille confia que Marcus lui avait secrètement donné la perle d'âme du fantôme du miasme, dont la capacité forme la compétence Shackle. Ethan fut sérieusement surpris, car cette perle était d'un niveau vert, un niveau supérieur à ceux donnés aux autres. Gwen lui a demandé de garder le secret et a dit que Marcus l'attendait et que son frère pourrait lui tenir compagnie.
Quand ils sortirent dans la cour, l'homme était déjà là. Valérie se tenait derrière lui et 2 autres gars se tenaient sur le côté. Il a expliqué que selon la tradition du palais Tenchi, après avoir sélectionné la perle de l'âme, les étudiants doivent former une équipe de 5 maîtres spirituels. Mais Gwen n'aimait pas cette idée. Elle voulait juste être avec son frère. Puis Valérie est intervenue dans la conversation et a suggéré qu'Ethan fasse équipe. Gwen n'aimait pas non plus cette tournure des événements. Elle a attrapé son frère, ne voulant pas le laisser partir avec cette fille. Ils furent interrompus par Marcus, qui dit que même s'ils étaient libres de faire équipe avec qui ils voulaient, les professeurs espéraient toujours que les meilleurs élèves formeraient une seule équipe. Il avait 2 autres personnes comme exemple. Henry et Chad, ils avaient tous les deux 8 trous de compétences, leurs notes étaient excellentes, et ils étaient issus de familles riches, donc toute l'équipe pourrait avoir des gemmes de niveau rouge à l'avenir. Cependant, Ethan n'était pas content de ce développement des événements. Il prenait au sérieux le choix de sa sœur, et ces gars-là eux-mêmes avaient l'air étrange. Laisser Gwen avec eux serait tout simplement dangereux. Henry et Chad n'étaient pas du tout contents qu'on parle d'eux de cette façon. En colère, Chad a tiré son arc et a tiré une flèche, engloutie dans une aura bleue. Mais Ethan la remarqua à temps et se précipita immédiatement vers Gwen. La couvrant de lui-même, il bloqua la flèche qui volait vers eux avec un poignard. À ce moment-là, Henry apparut derrière eux, balançant son marteau vers le gars, se préparant à frapper. Cependant, Ethan n'a pas perdu son sang-froid. Il a soigneusement repoussé sa sœur loin de lui et a bloqué l'attaque du gars avec son pied, faisant tomber l'arme de ses mains. Une fois le combat terminé, le jeune homme s'est approché de ses camarades de classe en colère, se préparant à se venger d'eux pour une telle explosion. Mais à ce moment-là, Marcus était déjà arrivé. Il a dit que les combats dans le groupe étaient interdits, à quoi Ethan a suggéré d'organiser une compétition équitable entre lui et les gars. Eux-mêmes n'étaient pas contre non plus. Chad a suggéré d'organiser une compétition entre équipes de maîtres spirituels. Ethan était plus que ravi de les affronter au combat, mais leur a dit de ne pas se blâmer s'ils étaient gravement blessés. Bientôt, tous les étudiants participant à la bataille étaient déjà dans l'arène et leurs camarades de classe sont venus voir qui gagnerait. Cependant, l'équipe d'Ethan n'était composée que de 3 personnes. Lui-même, Gwen et Valérie, ce qui devint une autre raison pour Henry de le ridiculiser. Mais Ethan était sûr qu'il serait seul capable de s'occuper de ces 5 scélérats. Cependant, selon les règles, l'équipe devait être composée d'exactement 5 personnes. Le gars s'est retourné et a regardé les filles assises sur les sièges derrière lui. C'était Sally et Esther, sa nouvelle connaissance. D'un seul mouvement, ils descendirent dans l'arène, rejoignirent l'équipe, et la compétition fut alors officiellement ouverte. Les filles ont invoqué leurs armes spirituelles. Sally allait être le médecin de l'équipe et Esther allait être l'éclaireuse. Mais Ethan les arrêta, disant qu'il n'y avait pas besoin de cela et qu'il aimerait continuer seul. Une telle arrogance a sérieusement mis en colère l'équipe d'Harry, et les garçons se sont immédiatement précipités sur lui, préparant leurs armes. Cependant, Ethan les a traversés d'un mouvement brusque, parant leurs coups et faisant tomber les armes de leurs mains, et les gars n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui s'était passé. L'un d'eux a balancé une hache vers le jeune homme, mais il l'a facilement repoussé avec son pied. Ensuite, c'était au tour de Jenny. Dès qu'il s'est envolé vers Ethan avec sa hache, il l'a frappé au ventre avec son coude et il est tombé. L'instant suivant, le garçon invoqua son poignard et libéra de l'énergie verte directement sur l'ennemi, le forçant à ramper loin de la bataille. Il devait faire quelque chose sinon il perdrait, et c'est à ce moment-là que Chad est intervenu, tirant fourre-flèches à la fois, prêt à bloquer les mouvements de son adversaire. À ce moment-là, Ethan se battait avec le reste des gars, et seulement un instant avant que les flèches ne le touchent, il les a remarquées. Mais le gars n'a pas perdu son sang-froid. Il a habilement sauté sur le côté, exposant ses adversaires aux attaques. Il s'est avéré que les garçons se sont battus eux-mêmes. Mais Henry ne voulait pas non plus abandonner. Il ordonna à ses hommes de coincer Ethan de tous les côtés, afin qu'il n'ait nulle part où se cacher. Gwen regardait avec horreur son frère se battre contre 5 personnes à la fois et était prête à intervenir dans le combat. Cependant, Valérie l'a arrêté, car Ethan a dit qu'il pouvait s'en occuper lui-même et que les filles ne pouvaient que lui faire confiance. Lorsque le jeune homme hésita une seconde, Henry vola immédiatement vers lui avec une hache, utilisant une compétence de niveau vert. Ethan a répondu en utilisant également sa compétence, et les garçons se sont transformés en 2 boules d'énergie et sont entrés en collision l'un avec l'autre. Un instant plus tard,
Une puissante explosion retentit dans l'arène. À cause de la fumée, on ne savait pas qui avait finalement gagné. Mais dès que la lumière s'est dissipée, tout le monde a vu Ethan debout sans une égratignure, dominant fièrement Henry tombé. Cependant, il s'est avéré que la bataille n'était pas encore terminée, et Chad s'est précipité vers le gars, lui disant de ne pas l'oublier. Un instant plus tard, l'arène était enveloppée d'un immense dôme de brume, cette même compétence d'Ethan. Chad se tenait là, entouré de nuages impénétrables, exhortant le garçon à devenir enfin un homme et à se lancer dans un combat loyal. Mais avant qu'il puisse finir de parler, Ethan était derrière lui, tenant un poignard sous sa gorge. Lorsque la fumée s'est dissipée, les 5 membres de l'équipe d'Henry étaient à terre. Cependant, Ethan a trouvé ce combat assez ennuyeux. Marcus n'en croyait pas ses yeux. Se pourrait-il que le même gars qu'il considérait comme insignifiant ait en fait vaincu à lui seul 5 étudiants forts? À ce moment-là, un homme aux longs cheveux noirs et vêtu de vêtements gris s'est approché de lui et lui a demandé dans quelle classe était le garçon. Marcus s'empressa de saluer l'homme, car ce n'était autre que Maître Isaac, le maître spirituel en chef du palais Tenchi, et sur ses vêtements se trouvait une marque à 3 étoiles, signifiant qu'il avait vaincu 3 fantômes de niveau ancien. Isaac a dit qu'un fantôme était récemment apparu sur Skynet et qu'il était revenu pour s'en occuper. Puis il a pointé du doigt le garçon aux cheveux bleus, lui demandant qui il était. Marcus a expliqué qu'il s'agissait du fils adoptif de William, qui était entré à l'école cette année. Le maître ne pouvait pas croire que c'était Ethan. Il avait grandi si vite. Bientôt, le jeune homme lui-même remarqua l'homme debout à côté de son professeur. En un instant, Isaac était juste devant Ethan, le faisant chanceler de surprise. Il s'est présenté par son nom, disant qu'il était un vieil ami de son père. Il a également déclaré que William connaissait le secret de la vie du garçon, et Ethan a été surpris par ces mots. Il ne comprenait pas de quel secret il parlait. Isaac a proposé au garçon un duel, dans lequel tout ce qu'il avait à faire était de toucher les vêtements du maître, puis il lui révélerait ce secret, et Ethan n'avait d'autre choix que d'accepter, car il en savait trop peu sur le propriétaire du corps, et cette information lui serait extrêmement utile. Ethan savait que l'homme était très fort, et même s'il utilisait une seule main, il ne pourrait peut-être pas le vaincre. Mais la tâche était très facile. Il suffisait de toucher les vêtements, puis le gars s'est précipité en avant, tendant la main vers la robe de l'homme. Cependant, son doigt sembla s'arrêter à 1 millimètre du tissu. Et un instant plus tard, l'homme fit un signe de la main, et Ethan fut immédiatement jeté au sol. Il sentit à quel point le pouvoir spirituel d'Isaac était puissant, et réalisa qu'un coup au front ne fonctionnerait pas ici. Il devait trouver un autre moyen. Puis le gars invoqua à nouveau des nuages de brouillard, comme il l'avait fait auparavant, et décida d'attaquer le maître par derrière. Mais Isaac le prévoyait aussi, et d'un léger coup de main, il repoussa l'attaque du jeune homme. Ayant réussi à atterrir sur ses pieds, Ethan se retrouva juste derrière l'homme, et il réalisa que c'était maintenant sa chance de gagner, et tendit immédiatement ses doigts vers les vêtements du maître. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, Isaac lui saisit la main, disant qu'il était déçu des maigres compétences de son fils William. Ethan ne comprenait pas pourquoi cet homme était si fort. Il ne pouvait pas se libérer de son emprise. L'instant d'après, le maître a jeté le gaz en arrière avec force, le faisant tomber au sol avec fracas. Gwen était terrifiée. Elle avait peur qu'il soit arrivé quelque chose à son frère. Elle a immédiatement couru vers lui, essayant de le ramener à la conscience, mais le jeune homme n'a réagi d'aucune façon. Maître Isaac s'est approché d'eux. Il voulait examiner Ethan. Et bien que cet homme ait effrayé la fille à mort, elle lui a permis d'examiner son frère. L'homme toucha son pouce avec ses doigts. Et puis il a réalisé, le gaz était conscient. L'instant d'après, Ethan sursauta et tendit la main vers le visage d'Isaac. Il voulait voir son vrai visage sous le masque. Cependant, avant même qu'il puisse toucher l'homme, il était déjà parti sans laisser de traces. Il était introuvable, c'était comme s'il s'était évaporé. Pouvait-il vraiment se téléporter? Pendant ce temps, le maître se tenait déjà sur le toit de l'arène, observant Ethan d'en haut. C'était la première fois que quelqu'un le forçait à utiliser ses capacités de cette manière, car les pensées de ce type étaient difficiles à prévoir. Marcus est arrivé à temps auprès des gars. Il a dit à Ethan de ne plus oser faire de tels tours à Isaac, mais le maître avait bon cœur, donc cette fois il s'en tirerait. Et pourtant, au départ, tout le monde s'est réuni ici pour un duel qui était déjà terminé. Et le gagnant était l'équipe de maîtres spirituels d'Ethan. Marcus a conseillé au gars de s'entraîner davantage, et le gars s'est empressé de lui assurer qu'avant d'aller dans la ville fantôme de Tsang,
Ils perfectionneraient leur travail d'équipe à la perfection. Ce soir-là, allongé dans son lit, Ethan pensait à la force des yeux du palais Tenchi et à la façon dont, à l'avenir, il pourrait être confronté à la même situation désespérée qu'aujourd'hui. Il a compris que s'il voulait venger Zoé, il devait devenir plus fort. Soudain, un bracelet est apparu à ses doigts de nulle part. En regardant en arrière, le gars a vu Isaac debout à sa fenêtre, et il a été surpris. Comment a-t-il pu entrer ici, et pourquoi lui donnait-il ce bracelet? L'homme a répondu que dans ce test, les gens pensaient généralement à la façon de toucher ses vêtements. Mais Ethan voulait faire tomber le masque. Sa pensée était différente de celle des autres, et l'homme a admis qu'il avait de grands espoirs pour lui. Il a dit que son père, William, était un héros. Un jour, il a lu son journal. Il a sacrifié sa vie pour sceller le fantôme de Feng Meng et sauver toute la ville de la destruction. Son dernier souhait était de rentrer chez lui, même si ce n'était que pour un instant. Alors Isaac espérait qu'en visitant cette ville fantôme de Feng Meng, Ethan pourrait exaucer le souhait de son père. Ethan a immédiatement réalisé qu'il irait en ville à tout prix, puis le maître lui a demandé de mettre le bracelet qu'il lui avait donné, et le gars a pensé que même s'il ne savait pas tout, il pourrait utiliser cette chance pour entrer dans les profondeurs de la ville fantôme. Quand Ethan a mis le bracelet, il a demandé à quoi il servait, mais le maître a répondu qu'il n'avait pas besoin de savoir certaines choses, et a également ajouté qu'il resterait à Skynet pendant 3 semaines, mais le gars devait emballer ses affaires pour aller avec lui dans la ville fantôme de Tsang demain. Ethan se précipita immédiatement vers son sac, car dans la ville de Tsang, il lui serait beaucoup plus facile d'obtenir les perles d'âme désirées, et il lui serait alors beaucoup plus facile de venger Zoé le moment venu. Mais Isaac l'arrêta, disant qu'avant cela, il devait aller ailleurs, puisque le palais lui avait demandé de s'occuper d'un fantôme local. Le mot de passe de cet esprit était « Ghost Driver ». Pendant ce temps, les fantômes se rassemblèrent déjà près de ce même bus numéro 444. Le chauffeur les a appelés pour qu'ils prennent rapidement place. Mais quand il regarda par la fenêtre quelques instants plus tard, il vit que les esprits avaient été déchirés par quelque chose, et il réalisa que le palais Tenchi avait envoyé le chef du palais du milieu, un seigneur spirituel de niveau 8, qui n'avait que 3 ouvertures de compétences après lui, et pourtant il était capable de supprimer 3 fantômes. Isaac ne s'attendait pas à ce que le chauffeur se retrouve à Skynet comme ça. Apparemment, le palais de Tenchi est vraiment sous-estimé. Pendant ce temps, Ethan regardait depuis les buissons, avant de venir ici. Le maître a mentionné 7 niveaux de fantômes. Blanc, vert, rouge, mâle, calamité, désastre et ancien. Et sans aucun doute, l'aura de ce conducteur a révélé qu'il s'agissait d'un fantôme du niveau ancien. Le fantôme commençait déjà à perdre patience. Ses yeux brillaient en vert et des marques noires apparaissaient sur son corps. Il criait qu'il n'y avait personne au monde qui puisse l'arrêter. Il nargua Isaac en déclarant que dans le futur, ce monde serait gouverné par des esprits et conduisit son bus à pleine vitesse directement vers l'homme. Cependant, le maître sauta directement sur le toit du bus d'un mouvement facile. Il avait l'intention de corriger la pensée absurde de cet esprit. L'instant d'après, tout l'espace sous les pieds d'Isaac s'est transformé en un tas de décombres, mais le bus n'était plus là. Ethan a décidé de reculer un peu pour éviter d'être touché par l'onde de choc. Et à ce moment-là, il a essayé de comprendre quelle capacité le conducteur fantôme utilisait. La tâche de s'occuper de ce fantôme s'est avérée être un peu pénible pour Isaac. Alors il a levé la main et a invoqué une grosse cloche. L'instrument est apparu au-dessus de la tête de l'homme, entouré de petits portails d'où étaient émises des ondes sonores. Le maître pouvait entendre le moindre bruissement d'herbe. Il se concentra. Un instant plus tard, le conducteur apparut au-dessus de lui, son corps comme déchiré en morceaux. Et alors Isaac réalisa que même si l'esprit pouvait voyager dans le temps, si l'espace était gelé, il en serait expulsé de force. Dès que le fantôme fut au sol, le maître tendit sa main, chargée d'aura, vers lui, le forçant à s'arrêter. Mais le conducteur est devenu encore plus enragé. Ses vêtements ont commencé à se déchirer au niveau des coutures, et Isaac a été projeté en arrière par l'onde de choc. L'esprit a atteint le sommet du plus ancien et s'est débarrassé de ses chaînes. Un instant plus tard, un bus est apparu de nulle part et fonçait droit sur l'homme. Mais le maître arrêta la machine d'un seul mouvement de la main, la déchirant en 2. Et l'esprit, pendant ce temps, a disparu. Voulait-il vraiment s'échapper à nouveau vers Skynet?
Isaac se précipita après lui, laissant les fantômes du bus sur Ethan. Et le gars lui-même ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Comment le bus avait-il pu se retrouver dans un tel état en un clin d'œil? En fait, grâce à la compétence Time Stop, la perception d'Ethan s'était arrêtée avant même que le maître n'utilise sa capacité. Soudain, l'illusion réapparut devant Isaac, et il dut dessiner une rune pour la dissiper. Mais il était trop tard. Le complice du conducteur fantôme l'avait déjà aidé à s'échapper. Ethan était choqué, car c'était une véritable bataille au niveau des plus anciens. Et si ce n'était pas pour le maître, le garçon serait mort depuis longtemps. Pendant ce temps, Isaac partit en disant qu'Ethan pourrait également rentrer chez lui une fois qu'il aurait traité les fantômes, et qu'il se dirigerait vers la ville de Tsang demain soir. Mais le garçon était agacé, il comprenait qu'il était encore trop faible. Avant d'aller dans la ville fantôme, il devait devenir plus fort. Et le temps passa, et le lendemain, Ethan vit une petite boîte avec des perles rouges sur son bureau. Gloria était vraiment incroyable. Elle a pu obtenir 2 perles de niveau rouge si rapidement. Alors maintenant, Ethan pouvait améliorer ses compétences et aller hardiment dans la ville fantôme. À ce moment-là, le message apparut à nouveau devant lui. L'ombre lui demanda de lui donner la perle du fantôme pendu, puis le gars ouvrirait un autre trou pour la compétence, ainsi que la compétence Shackle, et Ethan décida que ce serait la meilleure solution. L'ombre avala la perle, et le corps du jeune homme sembla être pénétré par une puissante charge de pouvoir. C'est donc ce qu'était la sensation de la perle de niveau rouge. À cause de l'afflux de puissance, toutes les surfaces vitrées de la pièce se sont fissurées, et le gars a reçu la capacité des chaînes. Il sentait que sa force avait considérablement augmenté. Prenant le poignard dans ses mains, Ethan vit qu'un nouveau trou était apparu dessus. Il était donc temps de passer à la branche. En entrant dans l'espace mystérieux, le jeune homme vit des branches sortir de la perle et réalisa qu'il devait ensuite améliorer la branche de la perle d'âme fantôme démoniaque. Ainsi, le pouvoir de la perle noire a augmenté et de nouvelles compétences de branche ont été révélées à Ethan. Il s'agissait d'armure de fer, de feu de l'enfer et de gémeaux, toutes de très bonnes capacités. Maintenant, même un maître spirituel de 2e niveau n'était pas à la hauteur d'Ethan. En sortant de l'état astral, le gars s'est approché du miroir dans lequel se reflétait le fantôme de Zoé. Il a dit que ses agresseurs se rendraient dans la ville de Tsang pour un test, et quand le moment viendra, il les fera payer. Pendant ce temps, Ethan et Isaac arrivèrent à la ville fantôme, qui était à l'origine un ancien tombeau construit il y a des centaines d'années, et le maître nota également qu'il ne pouvait rester avec le garçon que pendant 2 semaines, et que sa croissance dépendrait de ses propres efforts. Bientôt, les jeunes arrivèrent à la grotte, il y avait un certain nombre de personnes autour d'elle, beaucoup d'entre eux reconnurent le maître. Un homme de grande taille s'est approché d'Ethan, lui proposant de l'emmener à la ville fantôme. Le gars est devenu curieux de savoir jusqu'où il pourrait l'emmener, car il avait besoin de rencontrer un fantôme de niveau maléfique. L'homme se contenta de sourire en coin devant l'arrogance du jeune homme. Il s'enfuirait probablement de peur en voyant un esprit d'un tel niveau. Leur conversation fut interrompue par Isaac, qui dit qu'il n'avait pas rencontré un fantôme d'un niveau aussi faible que le mal depuis longtemps. Après lui, un homme adulte s'approcha. C'était Wilson, le maître fantôme de Five Errant et le chef de la ville fantôme. Il était heureux de saluer son chef. Bientôt, tous les autres se joignirent à lui, s'inclinant devant le maître et le saluant. Ce à quoi Isaac lui-même répondit qu'il était là pour affaires personnelles. S'éloignant de la foule, l'homme et Ethan descendirent en bas. Le maître expliqua qu'il y avait 10 tombeaux dans la ville. Les premiers étaient habités par des fantômes des niveaux blancs, verts et rouges. Mais plus bas, il y avait des esprits plus sérieux. Il a expliqué qu'Ethan devrait désormais compter sur sa propre force pour survivre dans les 3 premiers tombeaux pendant 2 semaines. En d'autres termes, pour survivre, le gars avait besoin d'un pouvoir qui lui permettrait de vaincre les fantômes de niveau rouge de ses propres mains. Lorsque les hommes entrèrent dans le tombeau, celui-ci était rempli d'âmes lumineuses. Isaac a remis au garçon un laissez-passer de malédiction spirituelle. Il était imprégné d'un ressentiment incroyable et aiderait à cacher partiellement son odeur aux étrangers. Il a dit que des fantômes de tombes et de fer vivent ici, et dans 3 jours, Ethan devra tuer respectivement 30 et 10 de chaque type. Le gars se souvint que pour transformer la compétence lumière noire en armure noire, la perle d'âme fantôme de fer était nécessaire. Pendant ce temps, les esprits ont commencé à s'approcher lentement du garçon.
Et même s'ils étaient blancs, s'ils se rassemblaient, ils devenaient dangereux. Et Isaac voulait que le garçon se débrouille sans son aide. Mais avant qu'Ethan puisse répondre, une main fantomatique émergea soudainement du sol et attrapa sa jambe. Plusieurs autres fantômes la suivirent et se précipitèrent immédiatement sur le gars, mais il comprit que cela ne suffirait clairement pas à le vaincre. D'un mouvement facile, il coupa les esprits avec ses dagues sans recevoir une seule égratignure, car après avoir absorbé la perle d'âme du fantôme pendu, ses capacités physiques devinrent beaucoup plus fortes. Mais avant qu'il ait eu le temps de reprendre ses esprits, un autre esprit apparut derrière lui, beaucoup plus grand que les précédents. « C'était lui, le fantôme de fer !» Ethan réagit rapidement, attaquant l'esprit d'en haut. Il voulait la perle de son âme. En frappant, il sentit à quel point la peau de la créature était dure. Le gaz entendit des bruits étranges venant de son côté. Se retournant, il vit deux autres fantômes de fer. Ils se précipitaient droit sur lui. Si cela continuait, cela attirerait encore plus de fantômes. Alors Ethan devait s'en occuper rapidement. Il s'est avéré que seule son attaque la plus puissante était efficace contre de telles créatures blindées. Cependant, les fantômes continuèrent d'avancer, et il n'était pas si facile de gérer toute une foule d'esprits de niveau vert à la fois. Heureusement, la force du gars avait considérablement augmenté récemment, sinon il aurait eu du mal. Mais il devait quand même essayer de faire face aux fantômes un par un. Ethan a utilisé un rideau de brouillard, et cela a un peu désorienté les créatures. Et au moment où l'un d'eux a révélé ses points faibles, le gars lui a porté un coup critique. Une perle d'âme s'est envolée de l'esprit. Ethan l'a ramassée et a également noté que si vous comptez sur la force physique, vous pouvez économiser beaucoup d'énergie spirituelle. Il a décidé de ne pas utiliser les chaînes pour le moment, même si c'était une longue bataille, il pourrait la gérer lui-même. Entre-temps, il décida d'améliorer Blacklight avec une perle, la compétence fut améliorée en Black Armor, sa lame dégageait une aura noire. Ethan a débloqué deux nouvelles compétences, Ghost Armor et Spirit Armor. Elles avaient l'air incroyables, mais le gars avait peur que s'il continuait à s'améliorer, il finirait par devenir un monstre. Pendant ce temps, l'aura enveloppait son corps, créant une armure incroyablement solide. Elle convenait parfaitement à Ethan, et il était sur le point de tester sa défense. Les deux fantômes restants se sont approchés du gars et ont levé les mains pour frapper. Cependant, pour l'armure d'Ethan, il n'était pas plus puissant qu'une piqûre de moustique. Le gars sourit à travers son masque. Les fantômes étaient-ils vraiment devenus si faibles par rapport à lui? Puis il saisit les deux esprits, les jeta devant lui et en un instant, les traversa, les coupant en deux. Après avoir reçu deux perles d'âme supplémentaires, il décida qu'il en avait assez de se battre pour aujourd'hui. Quelque temps plus tard, alors qu'Isaac et Ethan étaient assis près du feu, le garçon continuait à compter les perles qu'il avait réussi à collecter. Ils étaient 26. Mais le gars ne pouvait pas s'arrêter. Il était très content de ses résultats. Il a décidé de demander au maître quel était le niveau du fantôme de Feng Meng, et il a répondu qu'il était noir, et a expliqué que lorsque les fantômes atteignaient le niveau ancien, leur intelligence pouvait être la même que celle des gens ordinaires, ils pouvaient également créer des fantômes. Et le fantôme de niveau noir était plus dangereux que le niveau ancien. Ethan a été surpris, car il pensait qu'il n'y avait que 7 niveaux. Et par cette logique, il s'avère qu'il y a des fantômes plus dangereux que le niveau noir. Isaac répondit qu'ils n'étaient que 3, mais que tous ceux qui les concernaient étaient strictement interdits, même leur nom et leur essence même. Après tout, le monde était loin d'être aussi calme qu'Ethan le voyait. Alors le maître lui conseilla d'essayer d'aller au lycée le plus tôt possible. Et là, Isaac pourrait lui en dire beaucoup plus. Il était maintenant temps pour l'homme de partir, mais il promit d'envoyer Ethan au prochain tombeau demain. Pendant ce temps, 2 semaines se sont écoulées, le gaz a continué à s'entraîner dur. Après avoir atteint le taux et niveau du Seigneur Esprit, son pouvoir spirituel était suffisant pour maintenir les chaînes pendant 15 secondes, mais avec sa force actuelle, il pouvait à peine tuer le fantôme pendu. Son maximum était un fantôme de niveau presque rouge. Isaac lui dit qu'il pouvait désormais survivre seul dans le 3e tombeau. Mais avant de partir, il avait encore une chose à régler. Ethan s'est immédiatement redressé, pensant qu'ils allèrent s'attaquer à une grosse affaire. Mais le maître a seulement conduit le gars. Il allait lui montrer la partie la plus profonde de la ville fantôme. Bientôt, ils arrivèrent au 7e tombeau. Le fantôme de Tsang était là, juste devant la porte. Isaac a demandé au garçon d'être extrêmement prudent, car cet endroit était très dangereux.
Et Ethan sentit à quel point l'atmosphère était forte et sombre ici. Cela affecterait certainement son esprit s'il la laissait glisser, car il y avait un fantôme ici qui était beaucoup plus puissant que ce conducteur. Soudain, le gars sembla être transpercé par des cordes d'une aura menaçante. Des voix dans sa tête lui disaient « Tuez-le, tuez-le !» Lorsqu'il ne put plus résister à la force qui maîtrisait sa volonté, il saisit le poignard et se précipita sur Isaac. Mais le maître arrêta Ethan d'un mouvement adroit, surpris de la facilité avec laquelle le fantôme de l'amour avait maîtrisé son esprit, et réalisa que le garçon avait besoin de s'entraîner plus dur. Alors que le jeune homme était déjà allongé sur le sol, l'homme sonna la cloche. Il frappait au-dessus de la tête d'Ethan à un certain rythme. Lorsque le gars ouvrit les yeux, il était déjà dans un endroit inconnu. Cela ressemblait au palais de Tenchi. Un homme inconnu se tenait devant lui, mais il ne semblait pas du tout remarquer le jeune homme, et il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Et puis un grand homme adulte a fait irruption dans la pièce, il a crié à l'étranger, disant qu'il était le meilleur élève du palais, et maintenant il était engagé dans la recherche de fantômes. Il était tellement en colère, à quoi pensait ce type? Mais l'étranger répondit qu'après la mort de son deuxième mentor, il avait réalisé que la vie humaine avait des limites. Mais il voulait vaincre la mort et devenir comme un fantôme, immortel. L'homme s'est précipité sur lui, jetant toutes les affaires de l'étranger, criant que les fantômes étaient déjà morts, puis a ordonné que toutes ses affaires soient confisquées. Le souvenir suivant qu'Ethan vit était celui de l'étranger priant devant le portrait du défunt. Ce même grand homme, il jura que lui, Tsang, ne ferait plus jamais la même erreur. Il voulait briser les frontières de la vie et de la mort et devenir un être éternel. Il s'est exclamé que c'était son chemin. Littéralement un instant plus tard, l'homme s'est retourné et, voyant Ethan, s'est précipité sur lui en criant que personne n'osait l'arrêter. À ce moment-là, le gars s'est réveillé. La cloche tournait toujours au-dessus de lui, mais il ne comprenait pas de quel genre de rêve il s'agissait. Isaac attendit qu'il se réveille. Il lui dit que le gaz était affecté par l'aura du fantôme de l'amour et qu'il avait soudainement perdu la tête, mais l'homme avait déjà décapité l'esprit. Il a remis sa perle d'âme au jeune homme et a dit qu'il était temps pour eux de passer à autre chose. Bientôt, ils arrivèrent à un grand temple. Les portes devant eux s'ouvrirent, permettant aux hommes d'entrer dans le tombeau. Dans ce cercueil se trouvait le fantôme de Tsang, le même qu'Ethan voyait tout le temps dans la cour de Tenchi. Soudain, un serpent fantomatique jaillit du tombeau vers Isaac, mais l'homme l'arrêta immédiatement, lui scellant le dos. Il dit sévèrement que tant que le palais Tenchi existerait, le fantôme de Tsang ne pourrait pas quitter ce cercueil. Il a mis un sceau dessus. Il était censé durer encore 3 ans, mais Ethan se demandait pourquoi ne pas simplement tuer ce fantôme, car de cette façon, il ne causerait certainement aucun danger à qui que ce soit. Mais Isaac a dit que le fantôme Tsang est spécial, et que le garçon en apprendra davantage à son sujet une fois qu'il entrera dans la branche centrale. Au total, il y avait 4 branches dans le palais Tenchi, sud, est, ouest et nord. Chaque année, le palais organise un concours entre les 4 branches, et seuls les étudiants qui remportent le concours sont éligibles pour entrer dans la branche centrale. Et si Ethan peut faire cela, il saura tout. À ce moment-là, les hommes ont été obligés de dire au revoir. Ethan a dit qu'il resterait ici et attendrait sa sœur, et les autres. Finalement, le maître lui recommanda de s'entraîner encore plus afin de devenir un maître spirituel de niveau 3 le plus tôt possible et d'entrer dans la branche centrale plus tôt que prévu. Dès qu'Isaac est parti, le garçon s'est rendu compte que tous les autres étudiants seraient là et qu'il devait se préparer à se venger. Il sortit de sa poche des photos d'hommes. C'étaient les assassins de Zoya qui n'avaient toujours pas répondu de leurs actes. Pendant ce temps, les étudiants, menés par Marcus, installaient des tentes au milieu d'une clairière forestière. 4 filles, Gwen, Sally, Valérie et Esther, s'approchaient du camp. La sœur d'Ethan calmait Sally en disant qu'il n'y aurait rien d'effrayant dans le premier tombeau, seulement des fantômes de fer. Mais la fille elle-même comprit qu'elle ne le connaissait que grâce à son frère. Les professeurs n'avaient pas dit un mot sur ces fantômes auparavant. Et s'ils voulaient maintenant leur demander ce qui les attendait ensuite, ils ne pourraient pas répondre, car les élèves étaient dans un véritable désert. Esther a dit qu'elle n'avait détecté aucune énergie négative à proximité, donc il n'y a certainement pas de fantômes dans un rayon de 10 mètres. Les filles étaient sur le point de planter leurs tentes ici, quand elles se sont rendues compte que Valérie avait disparu. À ce moment-là, un jeune homme s'approcha d'eux. C'était Karl, un étudiant de 2e année,
Un maître spirituel de deuxième niveau, l'un des délinquants de Zoé, il fut surpris de voir plusieurs filles à la fois dans un tel endroit et proposa de les aider. Sally était sur le point d'accepter, mais Gwen l'a arrêté, disant à Carl qu'ils pouvaient s'en occuper eux-mêmes. Pendant ce temps, Carl réfléchissait. Il a demandé à son camarade de mener une enquête, et il s'est avéré qu'il y avait jusqu'à four-filles dans cette équipe, chacune d'elles étant belle. Donc le test à venir promettait d'être très amusant. L'homme n'a pas abandonné, insistant pour que les aînés aident les plus jeunes. À ce moment-là, Ethan, qui était soudainement apparu ici, s'approcha de lui. Il rit d'un désir si zélé d'aider les filles, mais donna quand même le feu vert à Carl pour aider à monter les tentes. Gwen était confuse quant à la raison pour laquelle son frère n'avait pas répondu à ses messages depuis si longtemps. Ce à quoi Ethan a suggéré qu'il s'éloigne, il voulait dire quelque chose aux filles. Le garçon regarda Carl avec méfiance, car il venait de publier la nouvelle sur le forum de l'école et ne s'attendait pas à ce qu'il soit accroché si tôt. S'étant éloigné suffisamment, Ethan dit que demain il devrait aller au 3e tombeau, car la qualité des perles y est bien meilleure et ce sera une excellente occasion de renforcer toute l'équipe. Il a assuré aux filles qu'il avait déjà étudié les fantômes à l'avance et qu'il n'y avait trouvé aucun danger. Et de plus, ils avaient un lycéen comme assistant. Pendant ce temps, Valérie atteignit l'un des tombeaux. Un seau y fut placé et elle comprit qu'elle devait libérer l'esprit. La créature a retiré sa main du cercueil, arrachant le seau. Un instant plus tard, le tombeau s'embrasa d'une aura verte. La créature était libre. C'était le fantôme de Tsang. Il insistait sur le fait que la méchanceté était vraiment au-dessus de toute chose, que c'était sa voix. Il regarda la jeune fille, se demandant à quoi ressemblait la dynastie maintenant et pourquoi elle l'avait libérée, ce à quoi Valérie répondit que nous étions en 2020 maintenant et qu'elle cherchait quelqu'un comme elle. Le fantôme réalisa que 500 ans s'étaient déjà écoulés. Il avait depuis longtemps abandonné sa coquille humaine. Il était sûr qu'il était celui que la fille recherchait. Mais Valérie avait besoin d'une confirmation. Elle voulait que le fantôme prouve qu'il pouvait vraiment faire tout ce qu'il voulait. Et l'esprit était prêt à le faire. Il allait personnellement connaître le palais Tenchi actuel et prouver à la fille en tuant ce qu'elle voulait voir. Pendant ce temps, l'équipe d'Ethan et Carl sont allés explorer le 3e tombeau et la 2e année les a avertis que les fantômes ici étaient plus forts que ceux qu'ils avaient déjà rencontrés. Ils devaient donc être prudents. À ce moment précis, comme sorti de nulle part, un fantôme surgit sur Gwen. Ethan se précipita immédiatement à son secours, repoussant l'esprit, et sa sœur lui attrapa la main, lui demandant de ne plus s'éloigner d'elle. Sally et Esther ont attrapé Ethan de l'autre côté. Elles voulaient aussi que le garçon les protège. Mais Carl n'était pas ravi, car son plan n'avait même pas encore commencé, et le garçon était déjà le centre de l'attention féminine. Puis il sourit avec tension et demanda à Ethan de l'aider à récupérer les perles d'âme et de laisser les filles rester ici. Et le jeune homme accepta. Après un moment, ils s'éloignèrent à une distance décente des filles. Ethan dit qu'ici il avait rencontré un fantôme de fer et suggéra à l'aîné de se séparer. Mais Carl avait d'autres plans. Il devait en finir avec ceux parvenus, et alors toutes les filles seraient à lui. Il attrapa le couteau et sauta sur Ethan par derrière, avec l'intention de plonger la lame dans sa gorge. Cependant, le gars s'est immédiatement retourné, interceptant le couteau, et Carl n'en croyait pas ses yeux. Qu'est-il arrivé à sa main? Mais tout le monde avait ses secrets. Et Ethan voulait entendre le secret de Carl à propos de Zoé. Le gars ne comprenait pas, car Zoé était morte depuis longtemps. Mais Ethan voulait entendre de sa part des mots d'aveu de culpabilité. Carl n'a pas aimé cette tournure des événements. Il a sorti son arme spirituelle. Comment ce gamin ose-t-il le menacer? Il prétendait que Zoé avait été trop désobéissante et était morte à cause de cela. Et maintenant, il avait l'intention de montrer à ce maître spirituel insignifiant de premier ordre la différence entre leurs forces. À ce moment-là, Ethan fut enveloppé d'une aura sombre, et il enfila à nouveau l'armure noire. Tandis que Carl le fixait du regard, n'en croyant pas ses yeux, le jeune homme courut vers lui. L'instant d'après, il a claqué la tête du méchant contre le sol. Bientôt, l'armure tomba et il continua à frapper le tueur avec ses poings. Quand Carl ne pouvait même plus se tenir debout, il supplia Ethan de l'épargner. Il promit même de laisser ses filles de son équipe à sa disposition pendant un certain temps. Pour une offre aussi incroyablement généreuse, il reçut un autre coup de poing. Ethan était sûr qu'une non-entité comme lui n'était pas digne de vivre dans ce monde.
Alors Karl a commencé à supplier le gars de l'aider. Il l'a supplié de ne pas le tuer. Mais Ethan n'allait pas se salir les mains, car il avait déjà trouvé un bourreau approprié pour le gars. Un instant plus tard, le fantôme sauta du sol et se précipita instantanément sur Karl. C'était un fantôme pendu, serrant la gorge du gars avec sa longue langue, l'empêchant de respirer. Quelques instants plus tard, la créature avait avalé Karl tout entier, claquant des lèvres avec contentement. Mais la créature n'a pas eu longtemps pour se réjouir, car immédiatement après que l'agresseur de Zoé ait été tué, Ethan a percé le fantôme avec son poignard. La deuxième cible de sa vengeance a été éliminée. Bientôt, les filles de son équipe ont couru vers lui, excitées d'entendre son appel à l'aide. Gwen regarda derrière Ethan et vit le cadavre d'un fantôme pendu. La fille était choquée. Son frère était-il vraiment devenu si fort en quelques semaines qu'il pouvait facilement tuer même des fantômes de niveau rouge? Mais Ethan ne le montra pas, demandant plutôt comment allaient les autres élèves de deuxième année, les camarades de Karl. C'est eux à quoi sa sœur répondit qu'il les avait attachés et donnés à un troupeau de fantômes funéraires. Prenant le sac de perles, le gars réalisa qu'il était temps de revenir, et cette réserve devrait suffire pour un certain temps. Soudain, l'ombre a de nouveau donné un message à Ethan. Il a dit que le garçon ne soupçonnait même plus l'horreur à venir. Qu'est-ce que cela pouvait signifier?